Au milieu de cette atmosphère sombre, un avertissement inquiétant apparaît. Tout autour de vous est imprégné du poison mortel Gu. Selon d'anciennes légendes, ce poison dangereux provenait des profondeurs des 10 millions de montagnes infinies. En ces temps anciens, le monde était rempli de menaces microscopiques sous forme de virus qui attaquaient invisiblement tous les êtres vivants. Outre les maladies invisibles, la Terre était peuplée de parasites ignobles et d'araignées géantes, tissant leurs toiles en prévision de victimes imprudentes. Dans ce cauchemar, une place particulière était occupée par les animaux venimeux, tels que les cobras féroces, dont les crocs provoquaient une mort instantanée. À l'époque où elle se propageait activement, la peste Gu semait une terreur indescriptible, étant à juste titre considérée comme l'arme de guerre la plus effrayante et la plus destructrice. Étant donné que cette substance a causé d'innombrables décès, son utilisation a été officiellement abandonnée et est strictement interdite. Des personnes au cœur lourd brûlèrent les restes des morts et toute trace de poison, espérant se débarrasser à jamais de cette malédiction. Cependant, les sages comprirent que la véritable cause de ces guerres sanglantes n'était pas du tout le poison, et que sa simple destruction ne pouvait apporter à l'humanité la paix tant attendue. De nombreuses années passèrent. Le monde changea radicalement, se couvrant de gratte-ciel. Mais soudain, l'ancienne source d'un poison mortel fut redécouverte. De nombreuses années passèrent. Le monde changea radicalement et se transforma en mégapole moderne. Mais soudain, l'ancienne source de poison fut redécouverte. Un jeune homme est assis devant l'écran, plongé dans de profondes pensées. Sa bien-aimée l'a quitté. Des mégots de cigarettes fument dans le cendrier, soulignant l'état dépressif du héros, qui tente de comprendre le fossé qui s'est creusé. Autour de lui, c'est le chaos. Des morceaux de papier froissé jonchent la table, symbolisant ses espoirs brisés et son désarroi intérieur. Le regard du héros se pose sur l'affiche accrochée au mur, et il admet amèrement sa défaite face à cette situation de vie. Fou de rage, l'homme frappe violemment la souris de l'ordinateur, déversant sa colère sur le matériel et insultant obscènement son ancienne amante. L'image d'une jeune fille qui, en larmes, lui demandait de faire semblant d'être le père de son enfant lui revient en mémoire. Il se souvient que son nom est Mu Qingqing et réalise que leur relation n'était qu'une partie d'une étrange transaction commerciale. Allongé dans son lit, les yeux fixés au plafond, le héros médite sur sa propre inutilité, persuadé que c'est la raison du départ de Fei. Le silence de la pièce est rompu par une notification sur le téléphone. La jeune fille a de nouveau envoyé un message demandant de l'accompagner demain pour un contrôle médical. En regardant l'écran de son smartphone, le jeune homme remarque que c'est la 5e fois en un mois qu'elle s'adresse à lui avec une telle demande. Ils sont allés ensemble faire un bilan de santé. En chemin, Mu Qingqing a dit qu'il pouvait continuer seul car elle devait retourner en cours. Il songea au fait que le mois n'était pas encore terminé. Malgré cela, il ne dit rien et la regarda simplement partir. Mu Qingqing avait presque disparu de sa vue lorsqu'elle s'arrêta brusquement. Elle se retourna et soupira profondément, comme si elle doutait de sa décision. À ce moment-là, il remarqua un groupe de personnes devant lui. La foule semblait tendue et bruyante, ce qui attira immédiatement son attention. Il s'approcha pour voir ce qui s'était passé. Les gens parlaient avec animation, s'interrompant les uns les autres. D'après leur conversation, il comprit qu'une 3e victime avait été découverte. On évoquait l'extrême brutalité du crime et l'horreur du lieu de la découverte. Quelqu'un a signalé que le taux d'homicide à Guanda City avait augmenté récemment. Le fait que nombre de victimes soient des femmes enceintes était particulièrement inquiétant. Des avertissements ont également été lancés, soulignant la grande dangerosité du criminel. Les habitants ont été invités à la prudence et à éviter de sortir tard le soir, et à signaler tout comportement suspect à la police. Il remarqua une affiche annonçant une récompense. Il y était indiqué que l'auteur du crime pourrait avoir un complice et que celui-ci pourrait même être une femme ou un enfant. Après avoir lu cela, il ne put s'empêcher de penser à Mu Qingqing. Cependant, il décida presque aussitôt qu'il ne devait pas s'en mêler, considérant que cela ne le regardait pas. À cet instant, Mu Qingqing fut contraint de monter dans la voiture. Celle-ci démarra brusquement et disparut de sa vue, ne lui laissant aucun temps de réaction. Presque aussitôt après, on l'appela par son nom. Une jeune fille qu'il reconnut s'approcha immédiatement de lui. C'était Xiaofei, son ex-petite amie. Cette rencontre inattendue l'a pris au dépourvu. Xiaofei a dit qu'elle allait bien et a mentionné que Zhang Xiang allait organiser une rencontre entre camarades de classe, demandant s'il viendrait. En entendant le nom de Zhang Xiang, Wang Ming ressentit une tension palpable. Il tenta de refuser, prétextant être occupé. Xiaofei remarqua qu'il avait commencé à refuser avant même de connaître la date du rendez-vous. Cela la fit douter de ses paroles. Wang Ming s'empressa d'expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un refus de la rencontrer. Cependant, ses excuses ne firent qu'accroître sa souffrance. Il repensait à son incapacité à lui offrir une vie décente. Cette pensée le remplissait de culpabilité et d'amertume. À ce moment-là, quelqu'un lui saisit brusquement l'épaule par derrière. Une voix inconnue s'adressa à Xiaofei sur un ton humiliant. Wang Ming se retourna et reconnut immédiatement la personne qui parlait. C'était Zhang Xiang. Zhang Xiang le frappa soudainement. Wang Ming perdit l'équilibre et tomba au sol. Avec un sourire narquois, Zhang Xiang déclara qu'il souhaitait s'occuper de lui depuis longtemps.
Il précisa qu'il ne le tolérait que grâce à Xiao Fei. Wang Ming tenta de dire quelque chose, mais il n'en eut pas le temps. Xiao Fei admit froidement qu'elle l'avait quitté pour Zhang Xiang. Zhang Xiang ajouta d'un ton moqueur qu'il ne lui aurait jamais adressé la parole sans elle. Ses paroles étaient empreintes de mépris. Zhang Xiang souleva ensuite brutalement Wang Ming, continuant de l'humilier. Il laissa entendre que sa relation avec Xiao Fei avait débuté bien avant leur rupture. Wang Ming ressentit un choc et une colère immense. Il se sentait trahi et humilié simultanément. Wang Ming, ligoté sur une chaise, ignorait où il se trouvait et ce qui se passait. Il avait la tête lourde et son corps était presque inerte. Il en conclut qu'il était encore en vie et réalisa qu'on l'avait tranquillisé auparavant. Cela éclaircit un peu la situation, sans toutefois atténuer sa peur. À ce moment-là, la femme qui se tenait devant lui prit la parole. Elle lui demanda directement s'il était le père de l'enfant de Mu Qingqing. Wang Ming s'est effondré en larmes. Il a nié les accusations, affirmant qu'il n'existait qu'une relation d'affaires entre lui et Mu Qingqing, et a tenté de découvrir qui étaient ces personnes. La femme répondit froidement que cela n'avait plus d'importance. Sur ce, elle ordonna qu'on l'emmène. Des hommes en costume s'approchèrent de lui, le bâillonnèrent et l'emmenèrent de force. Il ne put résister. Il fut traîné dans l'ascenseur, 2 hommes armés s'y trouvaient, et bientôt l'ascenseur commença à monter de plus en plus haut. Lorsque les portes s'ouvrirent au 30e étage, une scène étrange se déploya devant lui. Dans une grande pièce, une jeune fille ligotée était assise à la lueur d'une bougie. Des insectes dangereux rampèrent sur le sol, créant une atmosphère de terreur. Tout cela ressemblait à un sinistre rituel. Il y avait aussi un homme en imperméable, entouré de bougies. Il était évident qu'il accomplissait une sorte de rituel. L'homme encapuchonné posa une question à propos de Wang Ming, évoquant la grossesse de Mu Qingqing. Un des serviteurs expliqua que le rituel devait commencer en raison de l'éclipse imminente. L'homme à l'imperméable accusa alors Wang Ming d'avoir profané un sacrifice précieux. Il promit un châtiment sanglant et sanglant. À ce moment-là, l'éclipse lunaire commença. L'atmosphère dans la pièce devint encore plus tendue et sinistre. Wang Ming tenta de se justifier dans la panique, niant sa culpabilité et implorant grâce. La peur et le désespoir l'envahissaient. Cependant, l'homme à l'imperméable déclara que la vérité n'avait plus d'importance. Il annonça qu'il achèverait la création du soi-disant roi Gu en utilisant toutes les personnes présentes. La femme qui aidait à la cérémonie réalisa à ce moment-là qu'on se servait d'elle. Cela provoqua chez elle un conflit intérieur. Soudain, l'imposante armoire enchaînée s'ouvrit brusquement. L'incident choqua toutes les personnes présentes. La fillette ligotée hurla et appela son père. À l'intérieur du meuble se trouvait une étrange créature casquée à l'air terrifiant. C'était le corps du roi de la cité souterraine, Mulong, le père de Mu Qingqing. Sa vue inspira une peur viscérale. L'homme à l'imperméable a ordonné l'élimination de tous les témoins. La situation est hors de contrôle. À ce moment précis, un phénomène inexplicable s'est produit. La tension était à son comble. Soudain, la femme qui avait participé au rituel plus tôt a sorti une arme et a ouvert le feu. Elle a déclaré qu'elle ne se laisserait pas berner et qu'il serait impossible de ramener le père de Mu Qingqing. Lorsque la femme a ouvert le feu, les balles ont volé tout près de Wang Ming. Elle visait l'homme à l'imperméable, et plusieurs balles l'ont touché, mais sans effet. Wang Ming et la femme étaient tous deux sous le choc de ce qu'ils voyaient. L'homme à l'imperméable était indemne, comme si les coups de feu ne l'avaient pas atteint. L'homme en imperméable laissa échapper un petit rire et saisit brusquement le bras de la femme. Il lui brisa le poignet, la faisant lâcher son arme. Malgré la douleur et les larmes, la femme lui asséna un coup de genou à la tête. Elle sortit ensuite un couteau et tenta de l'attaquer. Mais l'homme encapuchonné esquiva. En guise de représailles, il lui a aspergé le visage d'un liquide noir. Le liquide l'a atteinte aux yeux et elle est tombée au sol en essayant de l'essuyer. En voyant cela, Wang Ming comprit avec horreur qu'on lui avait délibérément aspergé le visage de quelque chose. À ce moment-là, un des gardes signala un problème. L'homme à l'imperméable ordonna que le sacrifice soit accepté sans interrompre le rituel. Après cela, la créature qui se trouvait auparavant dans le placard a soudainement bondi sur Wang Ming. Elle l'a saisi à la gorge, l'empêchant de résister. Wang Ming fut jeté de force dans le chaudron noir. Il ne comprenait pas la nature du liquide qui l'entourait et pensa avec horreur qu'il pouvait s'agir de sang. L'homme encapuchonné l'immergea complètement dans le chaudron. Wang Ming commença à suffoquer, réalisant qu'il ne pouvait plus retenir sa respiration. Ils le soulevèrent alors par la gorge et le jetèrent à terre. À cet instant, Wang Ming fut saisi d'un profond désespoir. Il repensa à sa vie malheureuse, se souvenant de Xiao Fei, de Zhang Xiang et de tous les étrangers qui lui avaient fait du mal. L'homme à l'imperméable se mit à marmonner des paroles incompréhensibles, poursuivant son rituel. Il saisit Wang Ming à la gorge, le souleva et laissa échapper un rire dément. La bouche de Wang Ming se mit à saigner, et la créature qui se trouvait auparavant dans le placard était couverte de sang. Après cela, il s'est mis à vomir, en hurlant et en pleurant. La créature qui se trouvait auparavant dans le placard continuait de se tordre de douleur. Elle vomit, sa peau prenant une teinte verdâtre maladive. Wang Ming était assis par terre, le souffle court, une seule pensée l'obsédait. Il fallait qu'on s'en aille et qu'on se sauve.
Il tenta de se relever et de s'enfuir, mais l'homme à l'imperméable lui attrapa soudain la jambe. Ce mouvement replongea Wang Ming dans la panique. L'homme encapuchonné a clairement indiqué qu'il utilisait le gu du sang pour contrôler sa créature subordonnée, et qu'il n'allait pas lâcher sa victime. Wang Ming, pris de panique, tenta de résister. Il frappa l'homme en imperméable au visage, l'envoyant s'écraser au sol. Un liquide étrange s'échappa du corps de l'homme encapuchonné. En se répandant sur le sol, il donna l'impression que sa tête avait disparu. Wang Ming pensa avec horreur qu'il avait peut-être reçu la tête. Cependant, au même moment, l'homme encapuchonné lui saisit de nouveau la jambe. Après cela, l'homme encapuchonné donna l'ordre d'éliminer Wang Ming. La créature qui se trouvait dans le placard se leva et le fixa du regard. Wang Ming se mit à courir. La créature se lança aussitôt à sa poursuite, réduisant rapidement la distance qui la séparait. Cela toucha Wang Ming, et il tomba à terre, incapable de retenir ses larmes et sa peur. À ce moment-là, Wang Ming vomit un liquide sombre qui tomba sur la créature. Celle-ci fut recouverte de cette substance et redevint verte. La créature et Wang Ming s'effondrèrent au sol en même temps, épuisés et désorientés. Pendant ce temps, la tête de l'homme encapuchonné, détachée de son corps, continuait de bouger. Elle exprimait rage et haine. Wang Ming vomit à nouveau le liquide sombre, qui atterrit directement sur la tête de l'homme encapuchonné, la recouvrant entièrement. S'essuyant la bouche, Wang Ming pensa qu'il ne faisait que rendre l'appareil à ce qu'on lui avait fait plus tôt. La tête de l'homme encapuchonné était entièrement recouverte d'un liquide noir. Rien ne se passa pendant un moment. Wang Ming se demanda si c'était enfin terminé. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait. Son regard se posa sur Mu Qingqing, toujours ligoté. Il se trouvait face à un choix, tenter de la sauver ou fuir. Wang Ming réfléchit et admit qu'il avait l'habitude de ne penser qu'à son propre intérêt. Finalement, il décida de partir. Mais l'instant d'après, une créature lumineuse ressemblant à une abeille apparut. Elle planait près de la tête de l'homme encapuchonné. La créature remarqua Wang Ming de ses yeux rouges. Puis, brusquement, elle se précipita sur lui et pénétra son corps. Wang Ming poussa soudain un cri incontrôlable. Son corps se courba brusquement et il tomba à genoux, ressentant une douleur intense à l'intérieur. Il posa les mains au sol et se mit à pleurer de panique. L'idée lui traversa l'esprit que quelque chose d'impossible lui arrivait, comme si l'espace lui-même avait changé. Levant difficilement les yeux, il aperçut un serpent qui sortait d'un bocal devant lui. Cette vision le choqua encore davantage. Le serpent fonça sur lui, mais ne l'attaqua pas. Au lieu de cela, il l'enveloppa d'une étrange lumière dorée. Après cela, le serpent s'arrêta et s'effondra au sol. Son corps se contracta de façon convulsive, comme si quelque chose se passait à l'intérieur d'elle. Wang Ming observait la scène, sans comprendre ce qui se passait. L'instant d'après, une créature jaune lumineuse jaillit du serpent. La créature planait dans les airs devant Wang Ming, sans manifester la moindre agressivité. Il sentit que c'était désormais son tour. La créature se mit à voler, laissant derrière elle une traînée de lumière, et dessina un instant un étrange symbole. Puis son comportement changea radicalement. Elle lança un regard furieux à Wang Ming, puis chargea rapidement sur lui. Instinctivement, il se recroquevilla, sentant que la situation devenait dangereuse. La créature s'approcha brusquement puis disparut, pénétrant son corps. Wang Ming poussa un cri de douleur aiguë et s'effondra sur le sol. Il se tordait de douleur, incapable de supporter ses sensations, submergé par la peur et l'humiliation. Ses cris résonnèrent dans la pièce. À ce moment-là, la femme qui avait ouvert le feu plus tôt commença à libérer Mu Qingqing de ses liens. Elle observait avec anxiété l'état de Wang Ming. Wang Ming courait en tous sens, paniqué, hurlant de douleur et de honte, sans savoir ce qui lui arrivait, ni comment cela allait finir. La jeune fille a donné un coup de talon dans l'épaule de Wang Ming. Le choc fut d'une violence inattendue. Le garçon a immédiatement perdu l'équilibre et s'est effondré au sol, inconscient. À ce moment-là, les portes s'ouvrirent, brusquement, et les gardes se précipitèrent à l'intérieur. Ils marquèrent une pause, scrutant la pièce dévastée, puis regardèrent la femme qui avait tiré plus tôt, attendant des ordres. Elle paraissait exténuée. Elle fit comprendre avec difficulté que tout était fini. Sa voix était basse, comme si elle n'avait plus aucune force. Un des gardes jeta un coup d'œil à Wang Ming, comme pour évaluer la menace. La femme a ordonné qu'on emmène Mu Qingqing en premier, puis a ordonné qu'on nettoie tout sur place. Le garde acquiesça d'un signe de tête, acceptant l'ordre. Il s'approcha de Qingqing, la souleva délicatement et l'emporta. Le deuxième garde s'approcha de Wang Ming et lui marcha sur la main pour vérifier s'il était encore en vie. L'instant d'après, Wang Ming bondit brusquement et cria, ce qui fit sursauter le garde. Le garde le frappa à la poitrine et Wang Ming fut projeté en arrière, s'écrasant contre les lanceurs debout. Ceux-ci se brisèrent. Sans perdre une seconde, Wang Ming saisit un morceau pointu de la cruche brisée et le planta dans le visage du garde. Une blessure apparut au visage du garde. Il fut surpris. Même en esquivant, il fut tout de même blessé. L'idée lui traversa l'esprit que cet homme se comportait avec trop d'assurance pour une personne ordinaire. Wang Ming remarqua un livre à proximité, s'en empara rapidement et le pointa vers le garde, tout en gardant ses distances. Il fit clairement comprendre qu'il ne se rendrait pas sans combattre.
Le garde prit une position de combat, prêt à attaquer. À ce moment précis, Wang Ming pointa soudainement du doigt sur le côté, détournant son attention. Ce bref instant suffit. Le livre à la main, Wang Ming se précipita vers l'ascenseur. Le garde comprit qu'il avait été dupé, mais Wang Ming allait trop vite. Il réussit à entrer et appuya précipitamment sur le bouton de descente. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer. Lorsqu'il ne restait plus qu'un mince interstice, un couteau s'y engouffra avec force. Wang Ming tenta d'esquiver, mais la lame s'enfonça tout de même dans son épaule. L'ascenseur se referma et descendit. Wang Ming, haletant, un couteau planté dans l'épaule, restait là. Le sang coulait lentement le long de son bras et tombait sur le livre qu'il tenait encore à la main. Il le ramassa et l'examina. La couverture était couverte de sang. En l'essuyant d'un revers de main, il découvrit l'inscription qui lui noua l'estomac. Elle était signée « Archives secrètes du Gu céleste ». En rentrant chez lui, Wang Ming se précipita dans la salle de bain. Il ouvrit le robinet et entra dans la douche, laissant l'eau chaude ruisseler sur son corps. Mes pensées s'embrouillaient et la tension se relâchait. Au bout d'un moment, il s'arrêta et réfléchit. Tout ce qui s'était passé une heure auparavant lui semblait irréel, comme un rêve étrange et cruel, impossible à croire. Alors qu'il s'essuyait la tête avec une serviette, son regard croisa celui de son reflet, et il se figea. Son corps avait changé. Ses muscles étaient plus saillants, sa peau paraissait plus ferme. Il baissa les yeux vers son épaule, là où il avait été entaillé. La blessure avait complètement disparu. Il n'y avait plus ni douleur, ni cicatrice. Wang Ming comprit que cela ne pouvait s'expliquer avec des mots ordinaires. Il s'assit sur le canapé, alluma une cigarette et tenta de se calmer. Puis il reprit sa lecture. Une pensée le taraudait. Ce qui était entré en lui était manifestement lié à elle. Il ouvrit le livre, et aussitôt, une lumière aveuglante se mit à briller sur les pages. D'étranges symboles apparurent sur les pages. Symboles qu'il n'aurait jamais compris auparavant. Mais à présent, le sens commençait à se dessiner dans mon esprit. Il comprit qu'il pouvait lire ce texte. Surpris, Wang Ming jeta le livre. Quelque chose s'agita en lui. Le scarabée semblait dormir, émettant un léger ronronnement. Soudain, le livre s'enflamma entre ses mains, il le jeta sur la table, et en un instant, il fut entièrement consumé, ne laissant qu'une marque sombre sur la surface. Wang Ming comprit qu'il avait déjà lu l'essentiel. L'insecte qui avait pénétré son corps était un gu d'or, l'une des créatures les plus puissantes de son espèce. Il existait de nombreux gus, le gu de bambou, de pierre, de loches, de serpents noirs, de serpents de vie, et bien d'autres. Mais le gu d'or était considéré comme le plus puissant et le plus rare. Il était quasiment impossible de ressusciter un tel individu. Cela impliquait de placer 12 gus de très haut niveau dans un récipient spécial, où ils se dévoraient entre eux. Le récipient était ensuite enterré pendant 1 an, et finalement, un seul survivait. Le gu d'or volant était encore plus rare que la normale, et était considéré comme une légende. Wang Ming s'installa devant son ordinateur portable et commença à chercher des informations. Il saisit une requête concernant le poison gu. Une description de légendes anciennes apparut à l'écran. On disait que le poison gu provenait des 10 millions de montagnes et qu'il était considéré comme l'arme la plus terrifiante au monde à son apogée. Il alluma une autre cigarette, perdu dans ses pensées. Sur son téléphone, il lut qu'en raison des massacres, l'utilisation du poison gu était interdite. À ce moment-là, un message d'Ahui arriva. Il écrivait qu'il savait ce qui s'était passé et que Xiaofei n'en valait pas la peine, proposant de se rencontrer le lendemain. Wang Ming écrasa sa cigarette. Les noms de Xiaofei et Gao Xiang lui vinrent à l'esprit. Malgré ses problèmes non résolus, il sentait clairement qu'il détenait désormais le pouvoir. Il esquissa un sourire sinistre, sachant déjà ce qui allait suivre. À l'intérieur de lui, le scarabée se réveilla et se mit à ronronner doucement. Au matin, Wang Ming était allongé sur son lit et fixait le plafond. Il réalisa qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. En même temps, son corps se remplissait de force comme après un long repos. La sensation était inhabituelle, mais agréable. Il se leva du lit et s'étira. Le nom de Gao Xiang lui vint à l'esprit. Wang Ming laissa échapper un rire froid, persuadé qu'il paierait tout de même pour tout. Elle dégageait une énergie débordante, comme si elle cherchait une issue. Wang Ming prit son téléphone et ouvrit ses contacts. Son regard s'attarda sur le nom de Mu Qingqing. Il fronça aussitôt les sourcils et pensa que, même après tous ces changements, il n'était pas judicieux de provoquer des gens liés à un tel monde. Après avoir réfléchi un moment, il trouva le numéro d'Ahui et appuya sur le bouton d'appel. Ce dernier répondit d'une voix endormie, allongé dans son lit, et lui demanda aimablement comment il allait. Sans plus tarder, Wang Ming demanda un prêt. Ahui fut surpris. En tout le temps qu'ils se connaissaient, Wang Ming ne lui avait jamais demandé d'argent. Cela lui parut étrange. Wang Ming avoua sincèrement qu'il n'avait pas demandé plus tôt, car il n'était pas certain de pouvoir le rendre. La situation ayant changé, Ahui bâilla et accepta sans plus de questions, demandant le montant. Lorsque Wang Ming a annoncé 1 million, Ahui a répondu comme si c'était une broutille. La conversation s'acheva rapidement. Ahui alluma une cigarette, et Wang Ming reçut presque aussitôt une notification concernant un virement sur son compte. Wang Ming s'habilla et sortit.
Au magasin, il demanda un téléphone bon marché et une nouvelle carte SIM. Le vendeur a commencé à parler des tarifs et des modèles. Mais Wang Ming a immédiatement accepté l'option proposée. Après avoir payé, il pensa d'abord créer un nouveau compte WeChat. Le plan était simple. Se faire passer pour une fille et attirer Gao Xiang. Wang Ming était certain que ça marcherait. Peu de temps s'écoula. Wang Ming, incapable de contenir son émotion, laissa échapper un petit cri. Le plan avait fonctionné. Le nouveau compte a reçu un message de Gao Xiang avec une salutation familière. La colère monta en Wang Ming. Il jugea mentalement le message nul et se prépara à continuer à jouer. Mais le message suivant le fit sursauter. En voyant le message, Wang Ming jeta son téléphone au loin et faillit le lui arracher des mains. Il frissonna de dégoût et jura bruyamment, les yeux fermés. Pendant ce temps, Gao Xiang, assis chez lui, souriait. Il était persuadé qu'il était impossible de le tromper. L'absence de publication et les photos trop parfaites ont éveillé ses soupçons. Il a conclu qu'il pouvait s'agir d'un faux compte créé par quelqu'un qu'il connaissait. L'image de Xiaofei lui traversa l'esprit, et il décida avec suffisance de montrer qu'il était incontrôlable. Gao Xiang était confiant. Il était persuadé qu'en toutes circonstances, il resterait vainqueur et que son interlocuteur n'était qu'un jouet de plus. Wang Ming, se tenant toujours le ventre, murmura avec colère qu'il ne pouvait plus supporter de voir ça, pris de dégoût. Le même matin, une femme d'affaires se réveilla ailleurs. Un domestique se tenait déjà à son chevet et un garde était en faction à la porte. La patronne fit un geste de la main, autorisant les domestiques à partir. Elle s'inclina en silence et quitta les lieux. Seuls elle et le garde restèrent dans la pièce. Elle se leva du lit. Le garde s'approcha, se permit un geste familier, puis passa directement au rapport. Il annonça que toutes les informations étaient bloquées et que Ching Ching n'avait toujours pas repris ses esprits. Les médecins n'ont décelé aucun problème évident, mais l'état de la patiente restait grave. La responsable fronça les sourcils, comprenant où cela allait mener. Les symptômes lui étaient malheureusement trop familiers. Le garde confirma ses craintes. C'était Gu. Le précédent maître Gu était déjà mort et il ne restait plus qu'une seule solution. Trouver un autre maître capable de réveiller King Ching. La chef demanda s'ils avaient le temps. Le garde répondit qu'il ne restait que très peu de maîtres Gu et que le nombre de meurtres avait récemment augmenté. Toutes les victimes étaient des femmes et l'écriture était manifestement celle d'un autre maître. Cela signifiait qu'une personne dangereuse se trouvait tout près. Ses intentions étaient inconnues, mais les dernières nuits, d'après les gardes, avaient été loin d'être calmes. La chef envisagea le pire. S'il avait de mauvaises intentions, les méthodes ordinaires ne l'arrêteraient pas. Le garde acquiesça. Seul un maître Gu était capable d'affronter un autre maître Gu. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à la veille et à ce bain de sang. La responsable a ordonné un renforcement de la surveillance et un signalement immédiat en cas de changement. De plus, elle a ordonné le retour du fugitif Wang Ming. S'est nettoyée elle-même et est allée chercher Ching Ching à l'hôpital. Les médecins ordinaires étaient impuissants face à Gu. Le garde hocha la tête en silence et sortit pour exécuter l'ordre. À ce moment-là, Wang Ming éternua et gloussa, pensant que quelqu'un se souvenait clairement de lui. Il se rendit dans un magasin de vêtements, déterminé à avoir une apparence présentable pour une réunion de groupe. Il ne laisserait pas Xiaofei et Zhang Shang le mépriser. Peu après, il sortit du magasin vêtu d'un costume bleu foncé et d'une cravate. J'ai reçu un appel. Ses amis lui ont dit qu'ils étaient prêts à venir le chercher. Wang Ming a refusé et a préféré prendre un taxi. Ah oui a promis d'aider et de vérifier à l'avance si le bon couple était arrivé. Wang Ming est monté dans un taxi et a entamé une conversation avec le faux comte. Il poursuivit sa correspondance avec Gao Xiang, flirtant délibérément. Il mordit rapidement à l'hameçon et proposa une rencontre, envoyant des messages de plus en plus explicites. Wang Ming se contenta de sourire froidement et poursuivit la partie jusqu'à son terme. À son arrivée, Fei et Ah Hui l'attendaient déjà. En voyant ses amis, Wang Ming réalisa soudain qu'il ne lui restait plus beaucoup de personnes vraiment proches. Ils entrèrent ensemble dans le restaurant. Fei reprocha à Wang Ming d'avoir disparu après l'obtention de son diplôme. Mais Ah Hui désamorça rapidement la conversation. En entrant dans le hall, elles entendirent une voix familière. L'une des filles sourit et annonça que leur trio insouciant était enfin réuni, et que tout le monde attendait depuis longtemps. Wang Ming s'assit avec Fei et Ah Hui à la table où le repas était déjà préparé. Il se retourna et vit Gao Xiang assise à côté de Xiaofei, lui tenant les épaules. Fei remarqua la perplexité et la surprise de Xiaofei, assis en compagnie de Zhang Xiang. Ah Hui s'empressa de calmer son ami et d'éviter qu'il ne pose d'autres questions. L'ancienne préfète s'est levée et a porté un toast à ses camarades. Elle a fait remarquer que la remise des diplômes avait eu lieu il y a seulement quelques mois et que c'était leur première rencontre, soulignant qu'un des camarades les plus fortunés avait financé l'organisation de l'événement. Tout le monde leva son verre, à l'exception de Wang Ming et de ses amis, qui restèrent assis tranquillement. Le préfet a immédiatement réprimandé Wang Ming pour son retard et son manque de respect envers Zhang Xiang, qui avait payé le dîner.
Yui a répondu que désormais, les diplômés ne sont plus tenus de respecter les anciennes règles et que personne ne devrait les critiquer pour leur comportement. Xiaofei intervint, prit la main du chef et lui demanda de ne pas provoquer de conflit. La directrice reconnut que Xiaofei avait raison et lui rappela que Wang Ming ne lui convenait pas et que Zhang Xiang lui allait mieux. Gao Xiang proposa de lever son verre à ses amis et leur promit qu'en cas de problème, Zhang Xiang et lui les aideraient à le résoudre. Chacun leva son verre et but. Gao Xiang s'est excusé auprès de Wang Ming d'avoir Xiaofei avec lui et a tenté de lui expliquer la situation. Il a fait remarquer que si Wang Ming était avec Xiaofei, il ne pourrait pas la rendre heureuse. Il a expliqué que Xiaofei et lui étaient ensemble depuis longtemps et qu'il craignait de contrarier Wang Ming. Ils ont attendu la fin de leurs études pour lui révéler leur relation, espérant ainsi lui permettre de se concentrer sur ses études et son avenir. Gao Xiang répétait sans cesse à Wang Ming qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour trouver un emploi. Il pouvait l'aider à s'installer. Il faisait remarquer que les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes sont souvent têtues, et que pour des personnes comme Wang Ming, il faut faire preuve de patience et d'attention. Gao Xiang a ajouté qu'il avait peut-être été dur, mais qu'il souhaitait que tout le monde vive ensemble, et a demandé pardon à ceux qu'il aurait pu offenser. Le chef du village a soutenu Zhang Xiang et a loué sa sagesse. Après avoir consommé de l'alcool, Wang Ming a déclaré qu'il était disposé à écouter Zhang Xiang et à suivre ses instructions. Yui fut surprise et remarqua que la situation devenait étrange. Et Feti se souvint de la promesse de Zhang Xiang de l'aider pour la compétition. Wang Ming prit encore un peu d'alcool, posa son verre avec fracas sur la table, et posa à Zhang Xiang une question provocatrice sur ses sentiments pour Xiaofei. Zhang Xiang était sous le choc et ne savait pas comment réagir. Wang Ming se leva et montra l'écran de son téléphone où s'affichait la correspondance de Zhang Xiang avec le faux compte. Des photos de Zhang Xiang sont apparues sur l'écran, provoquant un choc immense chez toutes les personnes présentes. Hui, en voyant cela, ne put cacher sa joie et sa surprise, admirant le courage et la détermination de Wang Ming. Zhang Xiang, voyant la réaction du public, sut que sa dignité avait été bafouée. La colère monta en lui et il décida de se venger de Wang Ming pour l'avoir humilié publiquement. Xiaofei fut choquée par ce qu'elle vit à l'écran. Zhang Xiang, ignorant les autres, s'agenouilla devant elle, reconnut son erreur et exprima ses regrets. Il s'excusa pour ce qui s'était passé et promit que cela ne se reproduirait plus. Il tenait la main de Xiaofei, persistant à affirmer que son geste n'était qu'une faiblesse et que ses sentiments pour elle étaient réels. Son comportement paraissait désespéré et humilié, mais sincère au premier abord. L'ancienne préfète intervint et tenta d'influencer Xiaofei. Elle affirma que Zhang Xiang avait pris conscience de son erreur, nourrissait de grandes ambitions et occupait une position importante, tandis que Wang Ming, selon elle, n'avait aucun avenir. Après s'être rétabli, Zhang Xiang a retourné sa colère contre Wang Ming, l'accusant de tromperie et de provocation. Dans le hall, des voix s'élevèrent parmi les camarades de Zhang Xiang, prenant sa défense et affirmant qu'il avait su reconnaître sa culpabilité et se corriger. Certains estimaient même que c'était la raison de son succès. L'atmosphère bascula peu à peu en sa faveur. Xiaofei, incapable de supporter la pression, fondit en larmes et décida finalement de pardonner à Zhang Xiang, lui demandant seulement de ne plus recommencer. Il la serra dans ses bras et le chef du village proclama haut et fort le triomphe de l'amour et de la loyauté. Des cris d'approbation retentirent dans la salle et quelqu'un se mit à plaisanter, réclamant la poursuite des festivités. Zhang Xiang, ostensiblement proche de Xiaofei, ne cachait pas sa supériorité. Wang Ming intervint soudain, prononçant une phrase à double sens qui changea instantanément l'atmosphère. Ces paroles ont rendu Zhang Xiang furieux et Xiaofei choqué. Zhang Xiang réagit violemment, répondant grossièrement, ce qui fit s'étouffer Xiaofei avec l'eau. Wang Ming continua de parler, le provoquant délibérément et rendant la situation encore plus humiliante. Ces mots finiront par faire perdre son sang-froid à Zhang Xiang. Furieux, il proféra des injures et perdit tout contrôle de lui-même. La tension était palpable dans le public. Beaucoup n'en croyaient pas leurs yeux. Zhang Xiang, fou de rage, s'empara d'une chaise et déclara qu'il allait s'occuper de Wang Ming. Certains de ses camarades estimaient que Wang Ming était allé trop loin et qu'il ne pourrait plus échapper aux conséquences. Lorsque Zhang Xiang s'est précipité en avant, Wang Ming a inopinément et facilement esquivé la frappe. Emporté par son élan, Zhang Xiang perdit l'équilibre et s'effondra. Les personnes présentes ne comprirent pas immédiatement ce qui s'était passé. Elles eurent l'impression que Wang Ming allait trop vite, presque irréel. Feti fut stupéfait par ce qu'il vit et pensa que Wang Ming était devenu une personne complètement différente, comme s'il avait reçu un entraînement spécial. Xiaofei s'approcha de Wang Ming et le gifla. Ce dernier resta impassible, sans la moindre réaction, se contentant d'observer froidement la situation. Wang Ming a déclaré que les temps changent et qu'il n'est plus nécessaire d'humilier les plus faibles. Ces paroles, bien que calmes, étaient néanmoins humiliantes. Xiaofei, en larmes, cria qu'elle détestait Wang Ming, l'accusant d'avoir insulté, d'avoir provoqué une bagarre et d'avoir gâché toute la soirée, ne comprenant pas pourquoi de telles personnes existaient. Wang Ming a rappelé à Xiaofei le passé, comment elle avait profité de lui au début de leur relation, et comment elle n'avait ensuite exprimé aucun regret de l'avoir échangé contre une personne plus aisée.
Il ne cachait pas son amertume et sa perplexité, ne comprenant pas comment les choses en étaient arrivées au point où elle voulait maintenant lui faire du mal. Xiaofei cessa de pleurer et tenta de calmer la situation, accusant Wang Ming d'être fou et laissant entendre qu'il était allé trop loin. Son état intérieur était instable, ses pensées confuses et ses émotions débordantes. À ce moment-là, l'un des hommes est intervenu et a fait preuve d'agressivité envers Wang Ming. Il perçut immédiatement l'hostilité dirigée contre lui, et, sans hésiter, frappa, mettant instantanément son adversaire hors d'état de nuire. L'homme s'est effondré sur le sol, et Wang Ming n'a pas caché son regard froid, faisant clairement comprendre qu'il était prêt à continuer si quelqu'un décidait de franchir la prochaine étape. Zhang Sang tenta d'arrêter ce qui se passait, exhortant Wang Ming à ne pas franchir la ligne. Cependant, il répliqua avec force, repoussant Zhang Xiang et faisant clairement comprendre qu'il ne croyait ni au remords, ni à l'absence de vengeance à l'avenir. Wang Ming savait que s'il laissait Zhang Xiang partir maintenant, ce dernier chercherait sans aucun doute à se venger. Cette pensée ne fit que le rendre plus déterminé. Il a immobilisé Zhang Xiang, lui faisant clairement comprendre que la journée ne s'était pas déroulée comme prévu. Il était important pour Wang Ming de briser l'illusion d'une permissivité fondée uniquement sur l'argent et le statut social. Il a fait remarquer que la richesse ne garantit pas la protection et a posé une question directe. Pourquoi personne ne se précipite-t-il pour aider Zhang Xiang maintenant? Il a même suggéré qu'il demande de l'aide à Xiaofei. Zhang Sang appela Xiaofei désespérément, mais elle resta figée, ne sachant que faire. La situation lui échappait et la peur la paralysait. Wang Ming a déclaré qu'il n'avait rien à perdre et a donc accentué la pression. Zhang Sang, paniqué, supplia Xiaofei d'accepter n'importe quelle condition pour le sauver. Xiaofei resta silencieuse, l'air complètement épuisé. Zhang Xiang, perdant toute dignité, s'emporta et se mit à l'accuser. À ce moment-là, Wang Ming se rétracta soudainement, déclarant qu'il n'avait aucune intention de revenir sur ce à quoi il avait déjà renoncé. Il s'est adressé à tous ses camarades de classe, prononçant un discours percutant et mémorable, puis, accompagné d'A Hui et de Feti, il s'est dirigé vers la sortie. Avant de partir, Wang Ming a suggéré d'un ton détaché d'appeler la sécurité, évoquant le désordre et les comportements inappropriés qui régnèrent dans la salle. Il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait plus être impliqué dans cette affaire. Zhang Sang criait furieusement qu'il ne le laisserait pas partir, et l'un de ses camarades a même appelé la sécurité pour signaler de graves problèmes. En sortant, A Hui et Feti furent choqués par le comportement de Wang Ming. Ils eurent l'impression d'avoir affaire à une personne totalement différente. Wang Ming répondit calmement que ce monde est cruel, et que parfois, le seul moyen de survivre est de se battre contre ceux qui vous ont humilié pendant des années. A Hui l'a mise en garde contre une possible vengeance de Zhang Xiang et de sa famille. Feti, de son côté, se mit à formuler, mi-sérieux, mi-plaisantant, des hypothèses fantaisistes sur les changements soudains de Wang Ming. Wang Ming réagit avec ironie, insinuant qu'il était trop absorbé par la lecture de nouvelles. À ce moment-là, une voix inconnue retentit. 3 hommes en costume et lunettes noires apparurent à proximité. Feti et A Hui, pris de panique, les prirent pour des criminels ou des représentants d'une puissance influente. Ils demandèrent à Wang Ming de ne pas les provoquer. Wang Ming, quant à lui, semblait calme. Il suggéra à ses amis de partir, affirmant qu'il réglerait la situation lui-même et laisserait ses gens l'emmener. Wang Ming comprit qui était venu le chercher et demanda un moment pour dire au revoir à ses amis. L'homme en costume, qui observait la scène, remarqua que Wang Ming agissait avec bon sens et n'essayait pas d'entraîner les autres dans ses problèmes. Wang Ming fit brièvement ses adieux à A Hui et Feti, leur demandant de partir. Ses paroles semblaient calmes, mais intérieurement, il était extrêmement tendu. Il espérait seulement que ses amis partiraient réellement et n'essaieraient pas de s'en mêler. Feti sentit que quelque chose n'allait pas chez Wang Ming, et A Hui comprit rapidement le sous-entendu de ses paroles. Ils décidèrent de faire semblant de partir, ignorant même la gravité de la situation. Wang Ming prit une profonde inspiration, tentant de se maîtriser. L'instant d'après, un homme en costume posa la main sur son épaule. La pression était si intense que Wang Ming pouvait à peine bouger, comme si son corps avait cessé d'y réagir. Il a essayé de voir s'il avait le choix, mais l'expression du visage de l'homme lui a indiqué qu'il n'avait pas le choix. Néanmoins, on lui offrait encore l'illusion d'une solution, accompagnée d'une menace glaciale. Les 2 autres hommes prirent immédiatement le contrôle de Wang Ming. Il n'opposa aucune résistance. Il fut rapidement placé dans une voiture, où un pistolet fut pointé directement sur lui. En chemin, l'homme en costume remarqua que les amis de Wang Ming essayaient à toujours de le suivre. Lorsque Wang Ming se retourna, il vit en fait la voiture de Feti et A Hui. Feti comprit immédiatement qu'il avait contacté les mauvaises personnes et commença à paniquer. Hui réalisa également une chose bien plus terrifiante. Wang Ming était emmené de force, et il n'y avait pratiquement aucune chance d'intervenir. Le conducteur avait une réputation effrayante. La voiture démarra en trombe, prenant rapidement de la vitesse. Même les accompagnateurs commencèrent à ressentir un malaise évident dû à cette course folle. La voiture filait à toute allure, dépassant les autres véhicules à une vitesse dangereuse. Ah oui, qui tentait de suivre, comprit qu'il lui était impossible de les rattraper. Le trajet prit fin aussi brutalement qu'il avait commencé.
Wang Ming fut extrait de la voiture, son état était grave, mais il gardait toute sa lucidité. On le conduisit sans ménagement à l'intérieur du bâtiment et on le jeta à terre. Une femme, sa supérieure, apparut devant lui. Elle avait un bras blessé, mais cela ne l'empêchait pas de conserver une expression froide et autoritaire. Elle regardait Wang Ming comme s'il était une perle rare. Malgré son passé, qui avait failli lui coûter la vie, elle parlait de chance. La femme s'assit calmement sur une chaise, alluma une cigarette, et ce n'est qu'alors qu'elle commença à parler de la véritable raison de tout ce qui se passait. Cela rappela à Wang Ming le goût d'or, la créature qui avait presque anéanti un clan de maîtres entiers. Ce goût-là était celui qui avait reconnu Wang Ming comme son maître, faisant de lui la cible de forces bien plus dangereuses. Et le plus effrayant, c'était que, grâce au goût d'or, les autres maîtres avaient déjà commencé à se déplacer. Ils arrivèrent par ici. Wang Ming, malgré sa position, leva soudain la main et annonça le prix. Sa demande était audacieuse et inattendue. La responsable, une femme, fut surprise. Mais il poursuivit, faisant clairement comprendre que l'enlèvement et la tentative de meurtre ne pouvaient pas être bon marché. Même une somme énorme, a-t-il dit, ne valait pas autant que tout ce qui s'était passé. La femme lui rappela leur différence de position, le traitant de créature insignifiante qui pouvait être détruite à tout moment. L'un des hommes présents dans le costume l'a immédiatement soutenu, en proférant une menace. Cependant, Wang Ming garda son calme. Il fit remarquer que les menaces n'étaient plus valables et souligna un détail étrange. Il n'avait pas encore été tué. Cela signifiait qu'ils possédaient ce dont ils avaient besoin. Il a clairement indiqué que la coopération n'était possible que pour le montant convenu. La patronne alluma une cigarette, évaluant la situation. Après un moment, elle admit l'avoir sous-estimé et acquiesça. L'homme en costume remarqua que Wang Ming était étonnamment calme. Après cela, la conversation est devenue plus directe. La chef a expliqué que Wang Ming était désormais le maître du Gu et le maître du Gu d'or. Mais un tel pouvoir est dangereux. Sans un contrôle adéquat, il sera soit détruit par d'autres maîtres, soit il mourra lui-même. L'une des premières tâches consistait à éveiller le Gu qui sommeillait en Mu Qingqing. Wang Ming admit qu'il ne savait pas comment s'y prendre, mais on lui dit simplement de suivre les instructions. Il fut emmené, changé, puis conduit dans la chambre où Qingqing était allongée sur le lit. Elle paraissait faible et n'avait toujours pas repris connaissance. La chef a agi sans hésiter. Elle a poignardé Wang Ming, lui causant un choc et une douleur aiguë. Le garde le maîtrisa aussitôt, l'empêchant de résister. Le sang arriva aux lèvres de Qingqing, et une goutte y tomba. Il a été expliqué que le sang du propriétaire d'un Gu d'or est capable de guérir et d'éveiller d'autres Gus. Cependant, la plaie de Wang Ming guérissait trop vite. L'intervention a donc été répétée. Au bout d'un moment, Qingqing ne se réveillait toujours pas. Wang Ming, épuisé et retenu par les gardes, était de plus en plus en colère. Il exigea sa libération. La patronne a accepté, voulant voir ce qu'il ferait. Une fois libre, Wang Ming la défia ouvertement. En guise de réponse, la femme le repoussa d'un seul coup, démontrant ainsi clairement l'écart d'expérience au combat entre les deux femmes. Elle fit remarquer froidement que sans compétence, sa force était inutile. À cet instant, la rage de Wang Ming atteignit son paroxysme. Son corps trembla et soudain, un goût jaillit de lui, se révélant ouvertement pour la première fois. Wang Ming ignorait l'origine du Gu d'or, mais il décida aussitôt de gagner du temps. Désormais, l'essentiel était de ne pas se faire écraser. Il a ri et a demandé à la patronne si elle avait peur. Après cela, Wang Ming a affirmé que c'était son Gu d'or. Les gardes et la chef restèrent figés, sous le choc. Même Golden Gu sembla surpris d'entendre qu'on l'appelait « bébé ». La chef demanda froidement à Wang Ming s'il était capable de contrôler cette créature. En réponse, il a effrontément proposé de la supplier si elle voulait rester en vie. Il menaça d'inciter le Gu d'or. L'instant d'après, celui-ci fonça en avant. Wang Ming comprit avec horreur que le Gu l'avait bel et bien obéi. Le Gu doré atteignit presque la chef, mais il traversa soudainement le plafond et disparut. Le contrôle fut perdu. La patronne et l'agent de sécurité s'approchèrent lentement de Wang Ming. Il rit nerveusement, disant que c'était une plaisanterie et que Gu serait bientôt de retour. Wang Ming commença à se justifier, prétendant que Golden Gu cherchait simplement à prendre l'air. À cet instant, la peur l'envahit. La chef remarqua son état et lui ordonna d'aller chercher des vêtements propres. Le garde emmena Wang Ming alors qu'il tentait d'évoquer l'amitié et l'alliance. Soudain, une créature obscure surgit d'un trou dans le plafond. Quelques secondes plus tard, un homme apparut à sa place. D'un ton calme, il exigea qu'on lui remette le Gu de la boîte divine secrète. La situation devint immédiatement tendue. Le garde pointa son arme sur lui, mais l'homme leva simplement la main. L'arme disparut, engloutie par la force obscure. La chef lança le couteau, mais celui-ci disparut aussitôt, manquant sa cible. L'homme réitéra sa demande et avertit qu'il ne parlerait pas une troisième fois. Le danger devint évident. Wang Ming intervint aussitôt, affirmant que c'était eux qui avaient volé la boîte, et non lui. Il tenta de rejeter toute la faute sur la chef et ses hommes tout en prenant la fuite. La chef jura en réalisant que la situation lui échappait. Un des gardes pensa au Gu de la boîte divine secrète et aux hommes en noir, pris de panique.
L'homme mystérieux déclara froidement que personne ne pourrait s'échapper. Il exigea de lui remettre la boîte et ajouta qu'il considérait Wang Ming comme un goût d'or, l'arme parfaite. Wang Ming était abasourdi, puis il cria sèchement, demandant si ce maître lui-même aurait obéi docilement s'il avait été à sa place. L'homme y réfléchit. Son regard vacilla. Il comprit que son maître ne lui avait jamais appris à se comporter ainsi. Il était désemparé et même en larmes, ne sachant que faire. Wang Ming se dit en secret que ce type n'était manifestement pas le plus futé. À ce moment-là, un Gudor entra dans la pièce par la fenêtre. L'homme n'eut pas le temps de réagir. Une poussière noire commença à s'échapper de son corps, comme si son essence même s'était désintégrée. Quelques secondes plus tard, elle disparut complètement. Les flammes dorées engloutirent les vestiges des ténèbres sans laisser de traces. Wang Ming a ri et lui a rappelé qu'il avait dit que son bébé reviendrait certainement. Il a immédiatement prétendu avoir sauvé la vie de tout le monde et a fait monter le prix à 2 milliards. La chef répondit froidement qu'il n'avait pas encore réglé la question. Wang Ming rétorqua que sans le goût d'or, il serait mort depuis longtemps. Il a également fait remarquer qu'il comprenait que leur adversaire n'était qu'un fanatique et un imbécile. La chef expliqua qu'il appartenait au clan Gu Nanjiang, un clan fermé, fanatique et dépourvu de toute moralité. À ses yeux, de tels individus étaient répugnants. Elle a souligné que si les rumeurs concernant la boîte parvenaient à leurs oreilles, cela signifierait la mort pour tout le monde. Après cela, elle lança soudainement une pilule noire à Wang Ming, qui l'avala par réflexe. Le chef expliqua qu'il s'agissait de poison. Le gu d'or peut guérir les gus, mais pas le poison. Si Wang Ming décidait de les trahir, il mourrait dans d'atroces souffrances. Wang Ming était indigné par cette cruauté, mais la patronne lui a ordonné d'obéir. Wang Ming s'approcha alors soudainement et fit un geste audacieux qui la mit en colère. Il déclara calmement qu'il possédait une boîte secrète depuis le tout début, et qu'avec le gu d'or, il en avait appris tous les secrets. Selon lui, la patronne est déjà infectée par un goût d'attraction spéciale qui fera qu'elle n'éprouvera que des sentiments pour lui et sera incapable de lui faire du mal. La chef était sous le choc. Elle n'arrivait pas à croire qu'un tel gu puisse exister. Le garde, quant à lui, ne pensait qu'à une chose. Lui aussi aurait aimé posséder un tel pouvoir. Wang Ming, immergé, fronça les sourcils. Il ressentait une étrange sensation, comme si quelque chose changeait lentement en lui. Au même moment, la patronne prenait une douche dans une autre pièce, furieuse, traitant Wang Ming d'idiot. La simple pensée de lui l'irritait encore davantage. Wang Ming songea au goût d'or, le fait que l'insecte s'envole trop souvent l'inquiétait, et il savait que cela ne pouvait pas continuer ainsi. La patronne a refoulé mentalement toute émotion. Elle s'est dit qu'elle n'aimerait jamais cet homme. Wang Ming se souvint du livre des secrets. Il y était écrit que le pouvoir d'attraction de niveau A, Gu, nécessitait beaucoup de préparation. Mais il était parvenu à l'activer trop rapidement. La patronne s'efforçait de se concentrer sur son entreprise. Elle savait que la moindre émotion à ce moment précis risquait de compliquer les choses. Wang Ming sortit de la douche et s'essuya avec une serviette. Il comprit qu'elle ne pourrait être trompée que temporairement. Il lui faudrait ensuite un contrôle réel sur la boîte Gu secrète. La patronne, enveloppée dans une serviette, constata que son corps récupérait plus vite que prévu. Elle admit à contre-cœur que Wang Ming n'était pas si inutile. Plus tard, Wang Ming s'assit pour méditer, se concentrant pleinement sur son monde intérieur. Peu après, la patronne entra dans la pièce et ordonna qu'on ouvre la porte. Après être entrée, elle entendit Wang Ming affirmer avec assurance que son corps avait déjà démontré des propriétés médicinales et que, utilisé correctement, l'effet pouvait être amplifié. Elle alluma une cigarette et demanda sans détour « Que pourra-t-il faire contre Maître Gu s'il revient ?» Wang Ming comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Il déclara qu'il n'avait pas à aider gratuitement et qu'il représentait désormais leur meilleure chance. La responsable lui a rappelé qu'ils étaient dans le même bateau. Wang Ming a répondu sèchement. Lui seul peut la sauver. Lorsque la conversation a abouti à un accord, il a exigé non seulement l'argent, mais aussi elle. La patronne écrasa sa cigarette en silence. Après un moment d'hésitation, elle accepta, mais à la seule condition que Wang Ming règle le problème avec Maître Gu. Livré à lui-même, Wang Ming réalisa qu'il n'avait plus de temps et qu'il devait apprendre plus vite. La chef a ordonné aux gardes de préparer Tainang et de transférer 5 milliards à Wang Ming. Les gardes furent choqués, mais ils obéirent. L'un d'eux se demanda à quel point les décisions des femmes étaient imprévisibles. Lorsque la porte s'ouvrit, Tainan lui tendit la carte. Wang Ming laissa échapper un petit rire satisfait et déclara qu'un voyage fascinant les attendait. Tainan tenta de lui rappeler l'importance des affaires. Mais Wang Ming avait déjà changé de sujet et lui proposa avec un sourire de lui enseigner la technique du goût d'attraction. Tainan s'est contenté de rire et a déclaré qu'il était bien meilleur dans d'autres domaines. Wang Ming et Tainan s'apprêtaient à partir lorsqu'un des gardes a tenté de les arrêter. Tainan répondit avec assurance que Wang Ming faisait désormais partie de leur équipe. Le garde m'a parlé du maître mort de Nanjiang. Il était accompagné de 4 dieux, un démon, un mage, un zombie et un monstre. Wang Ming fut surpris. Démon magique, zombie, monstre ? Le garde expliqua qu'après la mort du maître, leur trésor, le coffret divin secret Gu, avait disparu et que le maître était parti vers une destination inconnue.
Tennant comprit que le mort était un dieu. La chef ajouta que le mort était un dieu de la magie et que le zombie était une espèce particulière de gu. Il existe 3 types de corps, gu: vivant, mort et fantomatique. Un gu vivant contrôle les animaux et les plantes, tandis qu'un gu mort contrôle des objets comme l'or, l'eau et le feu, ainsi que des millions d'autres choses. Wang Ming expliqua à Tai Neng comment distinguer les dieux selon leur pouvoir. Le dieu de la magie contrôle le gu, le dieu des monstres contrôle les armes, et le fantôme crée des fantômes plus petits. Tennant interrogea Wang Ming à propos du dieu démon. Ce dernier expliqua que gu pouvait être un remède ou une arme. Si le maître est bon, c'est un ange. S'il est mauvais, c'est un démon. La chef a précisé que le dieu démon est le plus jeune et le plus inexpérimenté, surnommé Memon en raison de son apparence. Elle s'enquit de la relation de Wang Ming avec la boîte divine secrète. Il répondit qu'elle avait brûlé, mais qu'elle recelait un secret. L'attraction de Gu. Tennant voulait rejoindre Wang Ming. La patronne les observait avec déplaisir. Plus tard, Wang Ming et Tainan se détendaient avec les filles, discutant de l'entraînement à l'attraction Gu. Tennant demanda, en plaisantant, quand la séance d'entraînement commencerait, et Wang Ming leur rappela qu'ils devaient d'abord récupérer l'argent auprès de Xiao Hong, leur patron. Tainan était impressionné par les talents de Wang Ming et discutait en plaisantant du nombre de filles riches qu'il avait déjà séduites. Wang Ming a expliqué que le patron le plus riche de la ville est Mo, mais qu'il n'est pas là pour le moment. Alors c'est Hong qui gère les affaires. Tainan a plaisanté en disant que si Wang Ming entamait une relation avec le patron Hong, il deviendrait son patron. Wang Ming a acquiescé, et Tainan l'a alors considéré comme son grand frère et son patron. Wang Ming et Boss Hong s'approchèrent de l'homme qu'ils avaient combattu plus tôt. Il était allongé, les yeux fermés. Wang Ming annonça qu'il était désormais en possession du gu de la boîte divine secrète et qu'il avait déjà guéri Ching Ching. Il promit de prendre soin de Xiao Hong, dont le bras n'était pas encore complètement guéri. Il réclama un bol d'eau propre, du sang de chien et un bâton de saule. Tainan lui apporta aussitôt tout ce dont il avait besoin. Wang Ming prépara le rituel en tenant le sang du chien et le dirigea vers les zombies. Le zombie commença à s'envelopper dans le pouvoir de Gu, obéissant à Wang Ming. Puis Gu commença à sécréter un liquide noir. Sa trajectoire devint irrégulière, en zigzag, puis elle revint à Wang Ming. En apparence, la technique semblait avoir été menée à bien. Wang Ming feignit d'utiliser le pouvoir qui résidait en lui, invoquant ostensiblement le roi de tous les Gu. Il assura à son entourage qu'il connaissait désormais le chemin vers la personne recherchée, mais en réalité, il mentait. Il garda délibérément son calme afin que personne ne se doute de la supercherie. Après cela, il ordonna qu'on prépare l'argent et emmena Tai Neng avec lui. Ils quittèrent la pièce et sortirent. En chemin, Wang Ming assura Tainan qu'il allait rendre visite à un maître capable de résoudre le problème de Boss Long et de l'aider à combattre les autres maîtres Gu. Tainan lui faisait entièrement confiance. Wang Ming, quant à lui, analysait clairement la situation. Il savait que Tainan paraissait un peu niais, mais il était trop réservé, ce qui signifiait qu'il était observé. Afin d'obtenir l'argent et de se protéger, Wang Ming décida de trouver une personne à qui il pourrait ensuite transférer la responsabilité. Il remarqua bientôt un drapeau sur lequel on pouvait lire des prophéties et des prédictions. En contrebas, un vieil homme était assis par terre, entouré de feuilles et de cruches. De l'extérieur, il ressemblait à un sans-abri ordinaire. Wang Ming annonça leur arrivée. Tainan fut stupéfait, car la personne assise en face d'eux n'était manifestement pas un maître. Cependant, Wang Ming affirma avec assurance que ce genre de personnes préférèrent se cacher. Il exagéra délibérément l'importance du vieil homme, le décrivant comme dangereux et dont la présence faisait fuir les gens à des kilomètres à la ronde. Laissant Tainan de côté, Wang Ming s'approcha du vieil homme. Il aborda aussitôt la question d'argent et d'avantages, assurant que la coopération serait profitable. Le vieil homme, qui n'était pas vraiment un maître, reprit rapidement ses esprits et annonça le prix d'un geste à 5 doigts. Wang Ming accepta sans hésiter et promit de payer le double pour tout objet rare ou insolite. Le vieil homme leur offrit aussitôt une perle noire et exigea une somme supplémentaire. Wang Ming leur promit argent, nourriture et abri, et leur ordonna d'attendre. Wang Ming retourna ensuite auprès de Tainan et lui mentit, le qualifiant de maître incontesté. Il prétendit que Tainan avait exigé une somme exorbitante pour son aide et proposa de lui faire une petite frayeur avec un fusil. Tainan se souvint de l'ordre du patron d'obéir temporairement à Wang Ming et accepta toutes les conditions. Ils s'approchèrent ensemble du vieil homme, et Tainan leva le fusil. Le vieil homme tenta aussitôt de refuser et inventa des excuses. Mais Wang Ming le prit à part et commença à le menacer, tout en lui promettant richesse et une vie stable. Le vieil homme, réalisant qu'il n'avait pas le choix, se présenta comme un taoïste et commença à parler de destin et de chance. Il assura que la coopération serait bénéfique à tous, mais réclama de nouveau de l'argent. Wang Ming feignit d'être ravi par ses paroles, et Tainan finit par être convaincu qu'il s'agissait d'un véritable maître. À cet instant, une voix retentit soudain du mur, bien qu'il n'y eût personne aux alentours. La voix menaçait les fantômes et exigeait la restitution du gu d'or et du coffret divin secret.
Wang Ming et le vieil homme furent tous deux stupéfaits. Le vieil homme ne comprenait visiblement pas de quel genre de fantômes il parlait. Et Wang Ming réalisa que le dieu fantôme avait perturbé le jeu. Soudain, deux fantômes apparurent non loin de là. Un garçon et une fille. Leur apparition fut soudaine et surnaturelle. Wang Ming et le taoïste furent stupéfaits de comprendre qu'il s'agissait en réalité d'esprits. Les fantômes ne prononçaient qu'un seul mot, le répétant sans cesse. Il était clair qu'ils réclamaient à manger. Wang Ming s'empara du taoïste dans un accès de panique, et ce dernier éclata en sanglots, ne comprenant pas ce qui se passait ni ce que voulaient exactement les fantômes. Il devint vite évident qu'il s'agissait de nourriture. Pris de panique, les taoïstes décidèrent qu'il fallait les nourrir d'urgence, et insistèrent pour qu'ils utilisent toutes les provisions qu'ils possédaient. Wang Ming comprit immédiatement l'absurdité de la situation. Il fit remarquer que les fantômes ne se nourrissent pas de nourriture humaine ordinaire, et mit en doute les compétences du taoïste. Ce dernier, excédé, modifia aussitôt son explication. Le taoïste en conclut que les fantômes étaient possédés par de jeunes objets. Cette idée lui parut extrêmement troublante. Presque aussitôt, il fit un geste étrange et effrayant, confirmant ainsi qu'il agissait sous l'emprise de la panique. Il ordonna à Wang Ming de s'enfuir immédiatement, affirmant qu'il allait utiliser le pouvoir de sa jeunesse accumulée au fil des siècles pour distraire les esprits. Wang Ming s'élança sans réfléchir. En s'enfuyant, il admira intérieurement son sacrifice et jura de revenir avec de l'aide. Cependant, à cet instant, le taoïste avait déjà changé d'avis. Seul face aux fantômes, le vieil homme commença à se justifier, admettant sa propre infirmité et son grand âge. Il déclara que sa chair n'avait plus de valeur et désigna Wang Ming comme une proie plus appropriée. Après cela, les fantômes changèrent brusquement de cible et se mirent à poursuivre Wang Ming. Il comprit immédiatement qu'il avait été trompé et décida de passer sans tarder à un plan de secours. Il se demandait si les fantômes pouvaient traverser les murs et s'il existait une quelconque chance de s'échapper. Leur sifflement approchait rapidement, et il ne restait presque plus de temps. Désespéré, Wang Ming décida de libérer Bigu. La créature s'échappa de son corps à un moment critique. Les fantômes réagirent instantanément, la reconnaissant comme la reine d'or Gu qu'ils recherchèrent depuis longtemps. Le taoïste qui observait la scène a réagi d'une manière extrêmement étrange. Ne réalisant manifestement pas la gravité de la situation, Bigu émit un son et retourna immédiatement dans le corps de Wang Ming. Cela l'a rendu furieux, car cela s'est avéré inutile au moment le plus dangereux. Cependant, les fantômes remarquèrent en soudain que Wang Ming portait des perles dévoreuses d'âme. Leur attitude changea instantanément. Pressentant la menace, les spectres battirent en retraite et disparurent, ne laissant derrière eux que la promesse de revenir pour lui sauver la vie. Wang Ming fixa les perles, réalisant pour la première fois qu'il s'agissait bel et bien d'une arme puissante. Le taoïste toussa et déclara aussitôt qu'il s'agissait de l'objet le plus rare de l'univers, malgré son nom pour le moins étrange. Il rappela qu'il n'avait toujours pas été payé. Wang Ming était furieux. Il fit remarquer que le vieil homme avait failli le ruiner et doutait de toute garantie après un tel achat. Le taoïste, cependant, n'hésita pas à menacer, exigeant de l'argent et déclarant que sinon il utiliserait son soi-disant pur courant de jeunesse. Tennant s'est approché de Wang Ming accompagné de 2 gardes pour lui offrir son aide. Wang Ming a rapidement averti le taoïste qu'aucune aide n'était nécessaire et l'a assuré qu'il ne faisait qu'échanger des techniques de combat. Wang Ming a expliqué à Tai Neng que l'argent était une priorité et que les problèmes majeurs pouvaient être résolus en privé. Il a raconté qu'ils avaient rencontré 4 dieux Gu, mais qu'ils avaient réussi à les faire fuir. Le taoïste Zhang Sanjiang a fait ses preuves lors de ce combat, utilisant ses capacités et contribuant à vaincre les fantômes. Wang Ming a souligné qu'il était désormais possible d'utiliser les pouvoirs du taoïste pour ramener le boss Molong à la vie. Au départ, le taoïste n'avait pas compris les intentions de Wang Ming, mais ce dernier lui avait donné l'occasion de faire ses preuves. S'il réussissait, il deviendrait riche. Sinon, personne ne le blâmerait. Avec Xiaomon et Tai Nan, Wang Ming se tenait devant le zombie endormi. Le taoïste commença à utiliser ses compétences pour invoquer les âmes du ciel et de la terre. Se préparant ainsi à une tâche ardue, Wang Ming observa ses tactiques, évaluant ses actions et leurs conséquences. Soudain, le zombie se dispersa en poussière, démontrant ainsi le succès des actions du taoïste. Xiaomon exprima sa gratitude, promettant de faire tout ce que le maître souhaiterait aussi longtemps qu'elle le pourrait. Wang Ming comprit qu'il était nécessaire de vaincre de tels adversaires pour devenir le plus fort. Il constata l'efficacité de sa technique de recherche et confirma la justesse de la stratégie choisie. Gagnant ainsi la confiance du taoïste, Wang Ming mena le taoïste gérer ses fonds sans être remarqué. Au club, le taoïste appréciait l'attention des 2 jeunes filles, et Wang Ming exprima sa gratitude pour leur aide, célébrant leur victoire et leur festivité commune. Ils ont discuté des possibilités de collaboration et partagé leurs projets pour les prochains jours. Le lendemain, Wang Ming se réveilla et, tout en se lavant le visage, il se remémora les événements de la nuit précédente, notamment les agissements du taoïste et des jeunes filles. Il réfléchissait à la manière dont il pourrait l'utiliser à ses propres fins. Soudain, la porte s'ouvrit, et le maître apparut devant Wang Ming. Il s'inclina et annonça qu'il vivrait désormais avec Wang Ming, lui léguant la responsabilité de ses actes et du mana perdu.
Wang Ming fut contraint d'accepter un nouvel allié après avoir réalisé qu'il était désormais responsable d'un maître qui avait perdu son innocence et sa force vieille, de 300 ans. Wang Ming fut surpris de constater que le taoïste n'avait pas de mana et qu'il devait en assumer la responsabilité. Il claqua la porte, ordonnant au vieil homme de partir et de ne pas s'en mêler. Insistant sur le fait qu'il était trop dangereux de le suivre, le taoïste se mit à pleurer, implorant qu'on lui laisse l'occasion de montrer ses tours. Mais Wang Ming décida fermement que sans mana, le vieil homme ne pourrait pas l'aider, et que son chemin devait désormais passer par une élimination sans danger. Le taoïste continuait de sangloter, disant que le monde était plein de dangers et de gens cruels, et que l'on ne pouvait faire confiance aux vieillards sans abri comme lui, puisque leur mana n'avait jamais été réel. Wang Ming, se souvenant des événements de la veille, ouvrit la porte et promit de l'argent au vieil homme pour qu'il parte. Le taoïste serra les jambes de Wang Ming dans ses bras et admit qu'il voyait en lui un bon cœur. Même si l'apparence de Wang Ming semblait sans scrupules, Wang Ming a répondu qu'il n'était vraiment pas une bonne personne, et qu'il ne voulait pas l'être, donc il ne devrait pas s'impliquer avec lui. À ce moment-là, Tainan arriva en courant et annonça qu'ils avaient trouvé l'emplacement d'un étrange immortel, et le chef leur ordonna d'agir immédiatement. Le taoïste déclara avec amertume qu'il était trop fier pour tout perdre, et que maintenant il avait tout perdu. Ses biens pouvaient être confisqués par d'autres, et il était impuissant face à cela. Wang Ming pensa à Zhang Xiangjiang et se dit que cette personne était en réalité un disciple du Tao. Xiaoman a rapporté que ces hommes avaient déjà encerclé la base secrète de l'étrange immortel et attendaient que Wang Ming l'attire à découvert, le capture ou l'élimine. Les problèmes s'accumulent, et nous devons agir sans délai. Wang Ming repoussa le taoïste et exigea l'argent, que Xiao Mang fit passer par le garde de sécurité, remettant la mallette contenant l'argent à Wang Ming. Wang Ming a fait remarquer que cet étrange immortel était l'une des 4 portes du peuple Tian et qu'il ferait de son mieux pour gérer la situation. Ils partirent en voiture noire, et Wang Ming dit au vieux taoïste d'attendre dehors, l'assurant que malgré son âge et sa faiblesse, il serait toujours capable de l'aider si nécessaire. Ils virent un garage fermé. Tainan remarqua qu'il n'y avait qu'une seule sortie à l'intérieur, car la personne n'en était pas sortie depuis tout ce temps. Wang Ming décida d'ajouter un demi-million supplémentaire pour capturer fidèlement l'immortel. Xiaoman hésitait, mais il accepta finalement de contribuer davantage, et Wang Ming constata que c'était le bon choix. Il précisa que le vieil homme devait attendre dehors, et qu'il conduirait le peuple à l'intérieur pour affronter l'ennemi. Le vieil homme demanda à Wang Ming s'il était sûr de son plan, ce à quoi Wang Ming expliqua qu'il avait déjà combattu cet homme et connaissait ses capacités. Il a révélé que son adversaire pouvait contrôler le gu de fer qui détruit le métal, et qu'en retour, il invoquerait le gu du verre à soie dorée, capable de résister à la version de fer. Wang Ming désigna la tempe de son adversaire et y vit une faiblesse. Le vieil homme remarqua l'excès de confiance de Wang Ming, et à cet instant, une force obscure commença à se dégager du garage. Les gardes commencèrent à ouvrir le feu sur elle, se préparant à repousser l'attaque. Les balles qui ont touché la force obscure ne lui ont infligé aucun dégât. Le vieil homme expliqua qu'il s'agissait d'un gu absorbant le fer, et que toutes les armes étaient inutiles ici. Il valait mieux lui jeter des pierres ou des branches. Wang Ming pensait qu'un tel gu pouvait absorber le métal, mais que ce n'était pas fatal, et que l'étrange immortel avait probablement d'autres tours dans son sac. Wang Ming ramassa une brique et la lança sur la force obscure. Espérant déséquilibrer son adversaire, la brique frappa le visage du vieil homme, et ses lunettes volèrent en éclats, le faisant halter de douleur. Wang Ming s'aperçut qu'il avait manqué sa cible, mais continua de surveiller la situation. Les gardes commencèrent à lancer des pierres pour distraire la force obscure, tandis que le vieil homme, allongé au sol, se protégeait des impacts. Tout à coup, l'homme avec lequel Wang Ming s'était battu récemment fit son apparition. Il affirmait que son gu absorbant le fer était la défense la plus puissante au monde, et qu'aucune attaque ne pouvait la percer. Wang Ming a testé sa stratégie avec assurance, et a réussi à percer la défense en frappant l'homme au visage. L'homme fut surpris de constater que sa défense n'avait pas fonctionné aussi bien qu'il l'avait espéré. Wang Ming a fait remarquer que même si le gu absorbant le fer bloquait toutes les attaques, il ne pouvait rivaliser avec son gu bébé vert à soie dorée. Soudain, un gu d'abeille doré apparut, prêt à agir, et commença à aspirer tous les gus absorbant le fer, neutralisant ainsi leur pouvoir. Tainan observa la scène avec surprise, et Wang Ming conclut que l'ennemi était irrésistible, et que son approche avec le ver à soie dorée était la bonne. L'homme était déconcerté, réalisant que Wang Ming utilisait son propre gu contre lui. Les gardes se précipitèrent vers lui, mais la force obscure en captura un, et l'autre commença à battre en retraite. Wang Ming a indiqué qu'il étudierait le comportement du gu absorbant le fer la prochaine fois, et qu'il utiliserait des attaques plus cohérentes. Wang Ming a de nouveau saisi la brique et l'a jetée sur la voiture, espérant l'utiliser comme une arme. L'homme protesta que Wang Ming ne comprenait pas l'art du gu, mais l'instant d'après, une brique le frappa en plein visage et le fit tomber. Wang Ming pensait que le gu absorbant le fer ne servait qu'à distraire l'adversaire, et que dans un combat contre un scélérat comme celui-ci, son coup bas était justifié. Soudain, une autre brique frappa Wang Ming et il tomba.
Le vieil homme a fait l'éloge de la brique pour son efficacité et a noté que cette approche fonctionnait bien, similaire à celle des Gu volants artificiels. À ce moment-là, une autre personne apparut et déclara que Gu, le ver à soie dorée, avait choisi un hôte digne de ce nom et que les événements promettaient d'être intéressants. De retour chez lui, Wang Ming s'appliqua de la glace sur le visage, furieux contre Zhang Sanjiang qui lui avait jeté une brique. Il était persuadé que l'homme l'avait fait exprès. Mais il savait que le vieil homme n'était pas aveugle et qu'il avait parfaitement vu ce qui se passait. Wang Ming se expliqua que le premier coup manqué avait pour but de déstabiliser l'adversaire, et que si la brique frappait immédiatement, le Gu absorbant le fer protégerait tout de même l'étrange immortel. Zhang Sanjiang comprit immédiatement le stratagème. Il réalisa que Wang Ming avait d'abord semé le doute chez l'ennemi, puis utilisé son propre goût pour exploiter son excès de confiance, et que c'est seulement ainsi qu'il avait porté le coup décisif. Le vieil homme remarqua que Wang Ming était trop intelligent pour son âge, et que cela lui rappelait ses propres exploits passés. Wang Ming se demandait d'où Kan Sanjiang tenait ses connaissances. Il reconnut d'un coup d'œil le goût d'absorption du fer et encaissa calmement le coup de brique. Wang Ming comprit que le vieil homme dissimulait son véritable passé, et Zhang Sanjiang avoua qu'il ne pouvait plus se taire sur les événements survenus des années auparavant. Il commença à parler des événements de 1999, évoquant des choses étranges et absurdes à propos de Mars et d'opérations secrètes. Son récit était décousu et presque délirant, mais Wang Ming sentait qu'il y avait une part de vérité derrière ces mots. Quelque chose lié aux agents spéciaux et aux organisations secrètes. Wang Ming interrompit ses récits et, regardant par la fenêtre, se mit à réfléchir sur sa vie. Il se souvenait d'avoir grandi dans un petit village et d'en avoir été la fierté. Mais il comprit dès son premier jour en ville que son départ était trop modeste. Il n'était personne ici. Et il le sut immédiatement. Il s'avoua que c'était pour cela qu'il avait sous-estimé ses ambitions et qu'il avait décidé de se contenter de travailler dur, espérant une vie normale. Wang Ming comprit que, malgré tous ses efforts et toute sa chance, il lui faudrait des décennies pour avoir une maison et une voiture, et que Xiao Fei ne l'attendrait jamais, même quelques années. La situation empirait de jour en jour. Il ignorait s'il survivrait jusqu'au lendemain, quand Hong Jiju ou Tainan l'abandonneraient, et quand les maîtres Gu réapparaîtraient. La seule certitude qu'il avait était qu'il voulait vivre, coûte que coûte. Zhang Sanjiang lui a suggéré de s'enfuir. Wang Ming réalisa qu'il avait à la fois trop peur de la mort et trop d'avidité. Il avait changé et ne se contentait plus de survivre. Il avait besoin de gagner au moins une fois. Conscient de son égoïsme, il se demandait où il avait précisément dévié de sa voie. Le vieil homme expliqua que plus grand est le pouvoir, plus grande est la responsabilité, et que le décalage entre les idées et la réalité est toujours source de danger. Il parla de compassion, de respect des aînés et de bienveillance envers les plus jeunes comme étant le seul moyen de préserver l'humanité en ce monde. Wang Ming décida de prendre en charge Yang Sanjiang. Tant qu'il aurait de quoi manger, le vieil homme ne souffrirait pas de la faim. Il décida de travailler avec lui sincèrement, de rester fidèle à Hong Jiju et d'essayer de gagner quelques millions supplémentaires en agissant avec prudence. À ce moment-là, un agent de sécurité est apparu, porteur de mauvaises nouvelles. Le patron Hong voulait absolument que Wang Ming se rende sur le parking où quelqu'un causait des troubles. Ils ont rapidement fait leurs bagages, enfilé leurs gilets oranges et se sont dirigés vers leur destination. Sur le parking, un homme aux yeux bandés se tenait devant le patron. Il adoptait une attitude provocatrice et ouvertement agressive, insinuant la mort de Mulong et insultant Wang Ming au moment de franchir la frontière. L'atmosphère devint instantanément tendue et la tension insoutenable. Wang Ming ne s'est pas retenu et lui a donné un coup de poing dans la mâchoire. L'homme a été projeté au sol et est tombé sous la violence du coup. Wang Ming se contenta de remarquer froidement que l'ennemi était trop généreux. Et Tainan comprit qu'après cet affrontement, la guerre était inévitable. Après la mort de Mulong, Wei Qingsui entreprit un développement fulgurant et contrôlait déjà les 2/3 des forces armées nationales. Son influence grandit de façon spectaculaire et sa position devint quasiment inatteignable. La situation autour de Wang Ming s'en trouva considérablement aggravée. Xiao Fei était mécontente des agissements de Wang Ming et estimait qu'il était allé trop loin. Selon elle, la pression et l'intimidation suffisaient amplement, sans avoir recours aux techniques Gu. Wang Ming, quant à elle, y voyait une manifestation de sa peur et de sa rigidité, qui n'avait jamais disparu. Sur l'ordre de Wei Qingsui, les gardes se précipitèrent en avant. Wang Ming se retrouva encerclé par plusieurs personnes armées de couteaux, et la zone autour de lui devint instantanément mortelle. Il n'avait aucune issue. Wang Ming a donné un coup de poing à l'un des gardes dans le ventre, et le garde a laissé tomber son couteau. Il attaqua le second juste derrière, visant à nouveau la coque. Lorsque Wang Ming se retourna, quelques adversaires l'entouraient encore, serrant l'anneau. Ils observaient depuis la touche, mais n'étaient pas pressés d'intervenir. Xiao Fei décida de laisser Wang Ming souffrir un moment, considérant que c'était une punition bien méritée pour sa désobéissance. Zhang San a fait remarquer que sa réaction était trop émotionnelle et pourrait être liée à l'impact du traitement de Gu. Un des gardes tenta de porter le coup fatal au couteau.
Wang Ming parvint à parer la lame d'un revers de main, l'esquiva, et l'instant d'après, arracha l'arme des mains de son adversaire. Ses mouvements furent vifs et précis. Immédiatement après, Wang Ming enchaîna avec une série de coups de poing avec le même couteau, ne laissant aucune chance aux gardes. Jiang San remarqua qu'au beau milieu d'un combat, Wang Ming semblait tester ses limites, et même parfois intimider des adversaires expérimentés. Bientôt, Wang Ming se retrouva de nouveau acculé et encerclé. Il se jeta brusquement en avant, attaquant l'un des gardes, mais à ce moment précis, une voiture le percuta de plein fouet. Le choc fut dévastateur. Wang Ming s'effondra au sol, ensanglanté. Xiao Fei fit clairement comprendre que les conséquences seraient bien plus graves la prochaine fois, et que ce ne seraient peut-être pas seulement les hommes de Wei Qingsui qui s'opposeraient à lui. Malgré la douleur, Wang Ming se leva brusquement et gifla Xiao Fei. Il a clairement indiqué qu'il était le seul à semer le chaos et qu'il ne faisait que se défendre. Il considérait son refus de l'aider comme une responsabilité personnelle. En réponse, Xiao Fei donna un coup de pied à Wang Ming. Même après cela, il ne recula pas, montrant clairement qu'il était prêt à mettre fin au conflit et qu'il n'avait pas peur d'un affrontement direct si la situation s'envenimait. Wang Ming comprit avec véhémence que Xiao Fei l'avait encore trompé. Il savait qu'elle avait failli le tuer et qu'elle avait de nouveau fait preuve de trahison. À ses yeux, c'était une trahison trop fréquente pour être tolérée. Il a fait remarquer que Xiao Fei l'avait utilisé comme appât, le forçant à passer en premier et faisant de lui un bouc émissaire. Pendant tout ce temps, il n'avait été qu'un instrument dans ses jeux, mais il prenait maintenant conscience de l'ampleur de la manipulation. Wang Ming rit, tentant de détendre l'atmosphère et de montrer qu'il n'avait aucune limite. Il n'a agi que par instinct de survie et pour gagner de l'argent, sans craindre les conséquences, et prêt à se défendre si quelqu'un osait lui faire du mal. Xiao Fei lui a rappelé ses actions passées, affirmant qu'il avait lui aussi trompé et blessé. Wang Ming a immédiatement demandé des exemples concrets, ne souhaitant pas donner son accord sans preuve. Elle se souvint de l'incident avec Qing Qing, lorsque Wang Ming était absent et n'était pas intervenu. De plus, il avait exigé une somme d'argent exorbitante et avait impliqué un complice, l'utilisant dans ses machinations contre elle. Zhang San et Wang Ming se sont lancés dans une confrontation verbale avec Xiao Fei, se disputant sur la justesse et les actions de l'autre. Wang Ming a déclaré qu'il n'aimait pas passer son temps à se disputer avec les femmes en essayant de retourner la conversation à son avantage. Il se tourna vers Tainang, lui demandant qui avait trompé qui en premier, et dans ce moment tendu, il essaya de faire preuve de détermination et de courage. Xiao Fei est venue vérifier comment il allait, mais elle savait qu'elle n'avait pas peur de sa présence, ni de son regard. Zhang San a souligné que son comportement était dû à l'influence de Gu. Xiao Fei fut choqué de réaliser que son attachement à Wang Ming pouvait être dû à cette influence. Soudain, Wang Ming embrassa Xiao Fei. Sous le choc, elle laissa les gardes, postés à proximité, perplexes et désemparés. Ils continuèrent à s'embrasser, et même les gardes se mirent à pleurer. L'un d'eux déposa même son arme, ne voulant pas intervenir. Wang Ming rappela qu'un homme et une femme occupent des positions différentes, les comparant à des planètes, et souligna que Xiao Fei lui appartenait désormais. Il ne tenait aucun compte de ses craintes ou doutes passés. Xiao Fei tenta de protester, lui rappelant que son père Qing Qing était en réalité un père adoptif, mais Wang Ming insista pour qu'elle vienne le voir ce soir-là. Elle refusa, le traitant d'imbécile. Mais Wang Ming et Zhang San se prirent la main avec assurance, faisant preuve d'unité et de détermination pour mettre fin à cette dispute à leur manière. Hong Ji-ju est arrivée chez Wang Ming tard dans la nuit. Elle était visiblement agitée et est restée longtemps sans parler. Wang Ming lui proposa d'entrer, mais elle refusa, disant que ce n'était pas nécessaire. Il lui demanda alors pourquoi elle était venue. Hong Ji-ju s'inclina devant lui et s'excusa pour son attitude impolie des derniers jours. Elle le remercia également de l'avoir sauvé et d'avoir contribué à calmer son père. Après cela, elle embrassa Wang Ming de façon inattendue, se retourna, lui souhaita bonne nuit et partit aussitôt. Wang Ming resta là, incrédule. Il la remercia machinalement et en regardant par la fenêtre, il songea que le fait d'être sincèrement remercié par quelqu'un était une sensation étrange mais agréable. Le lendemain, Wang Ming, Zhang San, Xiao Fei et Tainan s'assirent à table et mangèrent. Zhang San n'a pas hésité à commander davantage de nourriture et d'alcool, comme s'il n'allait pas s'arrêter. Tainan riait gaiement en regardant. Wang Ming lui rappela que lui et Tainong avaient eu une conversation avec Zhang San il y a peu de temps encore, et qu'il exigeait déjà de la reprendre. Tainan le soutint, cela mit immédiatement Xiao Fei hors d'elle. Elle frappa la table du poing et commença à accuser Wang Ming, affirmant que c'était lui qui avait déclenché tout cela. Wang Ming la réprimanda froidement, faisant remarquer que personne ne devait faire de scène à table. Xiao Fei s'emporta encore davantage, le traitant de raté, affirmant que son caractère était répugnant, et que même avec de l'argent, il ne mènerait pas une vie décente. Sur ce, elle partit brusquement en claquant la porte. Tainan décida de la suivre pour l'aider à se calmer. Zhang San fit remarquer calmement que de telles scènes étaient typiques, et que plus une femme était en colère, plus elle était réellement attachée. Wang Ming but en silence, reconnaissant qu'il était normal que Xiao Fei le méprise. Il se dit qu'il n'avait jamais caché ses origines, mais il ne comprenait pas pourquoi c'était précisément ce qui la rendait si furieuse.
Il sortit avec Zhang San, l'homme tenta de le réconforter, lui disant que tout était encore à venir et qu'il ne fallait pas s'inquiéter outre mesure. À ce moment-là, quelqu'un appela Wang Ming à haute voix. Il se retourna après avoir reconnu la voix et vit Gao San en compagnie de quelques personnes. Wang Ming a fait remarquer que la réunion avait eu lieu à un moment très opportun. Gao San a déclaré qu'il le cherchait depuis longtemps et qu'il ne le laisserait plus partir. Il a ensuite révélé la vérité. Son vrai nom est Zhang Xiang et la société Yao Wang appartient à sa famille. Il a clairement indiqué que des gens comme Wang Ming ne devaient pas faire obstacle, et c'est pourquoi il a organisé cette réunion. Une voiture noire s'est arrêtée sur les lieux. Zhang Xiang, paniqué, appelait à l'aide Lao Wei, tandis que Zhang San gisait au sol, ensanglanté. Lao Wei n'hésita pas à ordonner à ses hommes d'attaquer Wang Ming. Ses combattants, armés de couteaux, se précipitèrent en avant pour repousser l'ennemi. Cependant, Wang Ming resta imperturbable. Il riposta avec vigueur et se mit à combattre férocement, frappant un garde après l'autre. Lao Wei tenta d'utiliser son arme, la pointant directement sur lui. Mais la situation dégénéra rapidement. Soudain, un coup de feu retentit. La balle frappa Wang Ming à la poitrine, lui causant une douleur atroce. Lao Wei s'apprêtait à tirer une seconde fois et menaçait de tuer lorsque Zhang San surgit soudainement et le repoussa. La balle manqua sa cible. Zhang San n'a pas perdu de temps et a soulevé Wang Ming sur ses épaules, l'emportant loin du champ de bataille. Lorsque Lao Wei se retourna, ses adversaires avaient déjà disparu. Wang Ming reprit lentement conscience en essayant d'ouvrir les yeux. Shou Hai et Zhang San se tenaient devant lui, observant l'état du combattant. Tennant remarqua que Wang Ming s'était réveillé et le soutint en l'aidant à se relever. Wang Ming se leva de sa couchette, réalisant qu'il avait frôlé la mort. Shou Fei lui rappela sévèrement les conséquences de ses actes et le tapage qu'il avait provoqué. Zhang San tenta de calmer la situation en expliquant que ce qui s'était passé s'était déjà produit et qu'il était important de se concentrer maintenant sur la résolution des problèmes. Cependant, Shou Fei ne céda pas et rappela à Wang Ming le grave danger. Le fils d'un membre du Conseil des ministres et héritier du groupe, Yao Wang, avait été blessé, et la responsabilité lui incombait désormais entièrement. Wang Ming a déclaré calmement qu'il assumerait l'entière responsabilité et qu'il s'occuperait lui-même des conséquences, ne souhaitant aucune ingérence. Shou Fei a plaisanté en disant que cela signifiait qu'il risquait sa propre vie. Zhang San tenta d'expliquer à la dame que, bien que Wang Ming ait battu tout le monde, ils avaient eux-mêmes participé à des activités illégales et que l'un d'eux avait même tiré un coup de feu. Shou Fei, quant à lui, était catégorique. Il se comportait désormais avec arrogance malgré les opportunités qui lui avaient été offertes, et cela était inacceptable. Wang Ming a répliqué sèchement qu'il n'avait pas l'intention de vivre comme un être sans valeur, que ses actions étaient le fruit d'une lutte pour la survie et la justice. À ce moment-là, le garde annonça une terrible nouvelle. Le fils d'un membre du Conseil des ministres, Chen Chen-han, était décédé à l'hôpital. Shou Fei fut choqué par la nouvelle de la mort de Cheng Han et n'arrivait pas à y croire. Zhang Xiang a déclaré que lorsqu'il a été admis à l'hôpital, il n'avait que des fractures aux bras et aux jambes, mais qu'il est tout de même décédé. Selon lui, il semblait qu'une tierce personne était derrière tout cela. Au même moment, Zhang Xiang, hospitalisé et entièrement bandé, ouvrit difficilement les yeux et vit son père debout devant lui. Il a déclaré que Chen Han était mort et que Zhang Xiang pouvait désormais agir sans restriction. Le serviteur de mon père a immédiatement confirmé l'ordre. Zhang Xiang ne comprenait pas ce qui se passait et tenta de poser une question, mais à ce moment-là, un médecin s'approcha avec une seringue. Effrayé, il se débattit, refusant l'injection. Le père expliqua calmement que si rien n'était fait, le corps de son fils resterait paralysé à vie. Malgré les risques, mon père considérait l'intervention comme nécessaire. Le médecin enfonça l'aiguille directement dans le sang de Zhang Xiang. Il se mit à convulser et à hurler de douleur. Dans le même temps, le ministre donna l'ordre de boucler toute la ville et de retrouver cet homme mort. Son serviteur se rendit aussitôt sur place pour exécuter l'ordre. Lao Wei, ayant appris ce qui se passait, rassembla ses hommes et annonça que leur heure était venue. Il a déclaré que cette nuit, quelle que soit la manière dont se déroulera la fouille de la ville, le ministre sera toujours de leur côté. Il a ordonné l'extermination de Hong Jizhu, de tous ceux qui s'opposaient à eux, et s'est assuré de retrouver Wang Ming. Les hommes de Lao Wei acceptèrent l'ordre sans hésiter. Au même moment, le vieil homme s'adressait à Wang Ming et lui avouait sans détour avoir touché à la fois au blanc et au noir, et être impliqué dans le meurtre. Selon lui, Wang Ming n'avait plus qu'une seule option. Fuir. Wang Ming a protesté qu'il n'avait tué personne. Le vieil homme reconnut qu'il n'avait pas battu Cheng Han à mort, mais fit remarquer que ce dernier était mort devant une foule nombreuse, rendant la vérité caduque. Wang Ming devait s'échapper, sous peine d'être anéanti. Wang Ming demanda avec amertume, se pouvait-il que des gens ordinaires comme lui, même s'ils avaient des opportunités, soient toujours incapables de changer leur vie? Le vieil homme répondit qu'il était encore jeune et que ses pouvoirs lui échappaient, et que désormais, l'essentiel était de survivre. Le vieil homme dit avoir un ami au Sichuan et promit de lui donner son adresse. Après s'être séparés, ils devraient se revoir ici.
Il a également expliqué qu'au Sichuan, Wang Ming serait en mesure de rallier des gens issus des classes populaires à sa cause. Finalement, le vieil homme lui enseigna quelques mots-clés du Jianggu qui lui permettraient de survivre. Il lui expliqua que cannabis signifie un ami et que lire cannabis signifie être soi-même. Si tu dis que tu lis du cannabis, ton grand frère te laissera tranquille. L'expression « le trésor de Gui'er » signifie une proposition d'amitié. Le vieil homme comprit qu'il était impossible de rester plus longtemps en ville et avertit Wang Ming que tout retard entraînerait un désastre. Wang Ming réalisa que tout était normal jusqu'à récemment, et qu'à présent, ils étaient déjà contraints de fuir pour sauver leur vie. Pour ne pas attirer l'attention, ils se sont séparés. Xiao Fei remarqua rapidement la disparition de Wang Ming et lui demanda s'il s'était échappé. Tennant l'a confirmé, ajoutant qu'un tel individu n'aurait de toute façon pas été capable de la protéger et avait disparu avant qu'il ne puisse le retrouver. Wang Ming se trouvait à proximité et a tout entendu. Il soupçonnait Tainan de trahison et voulait profiter de la situation. Xiao Fei s'inquiétait de l'absence de Qing Qing. Tennant proposa de partir immédiatement et promit de la retrouver lui-même. Mais Xiao Fei décida d'attendre. À ce moment-là, Wang Ming s'approcha d'eux subrepticement par derrière. Le garage s'ouvrit brusquement et Liao Wei et ses hommes en sortirent. Sur son ordre, Qing Qing fut amené et placé au milieu de tous. Liao Wei annonça ouvertement la mort de Mulong et montra qu'il n'avait plus peur de Xiao Fei. Puis il attrapa brutalement Qing Qing par les cheveux. Il exigea de révéler où se trouvait Wang Ming, le menaçant de représailles. Xiao Fei tenta de le convaincre que Wang Ming s'était déjà enfui, mais Liao Wei ne la crut pas. Il sortit un couteau et le pointa sur Qing Qing, répétant sa demande. Tennant tenta de confirmer les dires de Xiao Fei, affirmant que Wang Ming s'était effectivement échappé, mais Liao Wei pensa qu'il s'agissait d'un canular. L'instant d'après, il poignarda Qing Qing à l'estomac et lui fit clairement comprendre qu'elle pouvait encore être sauvée si Wang Ming se présentait immédiatement. À cet instant, Liao Wei s'effondra au sol, baignant dans son sang. Wang Ming s'avança et, défiant ouvertement ses adversaires, déclara sa présence. Il leur intima l'ordre de ne pas fuir s'ils voulaient le capturer. Liao Wei ordonna à tous ses hommes armés de couteaux d'attaquer. Le combat s'engagea. Dans un moment de tension, Liao Wei dégaina son arme et Xiao Fei, sans hésiter, chargea, couteau à la main. Un coup de feu retentit et la balle atteignit Wang Ming, mais il n'en fut pas blessé. Une abeille aiguë apparut devant lui et encaissa le coup. Wang Ming comprit que, même si ce n'était pas une défense absolue, elle suffisait à résister à une telle attaque. Liao Wei fut stupéfait par ce qu'il vit. Wang Ming s'élança à une vitesse incroyable, et Xiao Fei eut à peine le temps de se rendre compte de sa rapidité. Un coup puissant et Liao Wei s'écroula au sol. Wang Ming fit comprendre froidement que quiconque attaquerait serait responsable de son propre sort. Liao Wei a admis qu'il n'avait survécu que grâce au remède miraculeux de Zhang. Cependant, le coup suivant de Wang Ming fut si puissant que le visage de Liao Wei se retrouva couvert de sang. Il devint évident que la menace extérieure ne pouvait résister à sa force. Blessé, Qing Qing ne comprenait pas pourquoi Wang Ming était revenu, risquant sa vie pour elle. Il expliqua qu'il voulait rester une bonne personne, au moins pour elle. Son état se stabilisa et l'ordre d'évacuation fut donné à tous. Xiao Fei a suggéré à Wang Ming de s'enfuir avec eux, le bateau était déjà prêt, mais il a refusé, affirmant que tout ce qui arrive est le résultat de ses décisions et qu'il doit rester. Il remercia Tainan, le qualifiant de personne la plus courageuse qu'il connaisse. Xiao Fei ne pouvait pas accepter que tout cela ne soit qu'une affaire d'affaires entre eux. Wang Ming répéta cela avec dureté, niant toute influence ou sentiment de Gu et exigeant son départ immédiat. Xiao Fei s'effondra en larmes, et Tainan comprit que Wang Ming était bien plus fort mentalement que lui. Seul, Wang Ming sentit ses forces l'abandonner rapidement. Le vieil homme comprit qu'il s'agissait d'un revers dû à l'utilisation excessive du Gu du ver à soie dorée, et attira l'ennemi caché hors de sa cachette. Un individu lié au Gu céleste a avoué avoir délibérément éliminé les protecteurs en premier avant de s'emparer du ver à soie d'or. Le vieil homme, d'un ton moqueur, a souligné son arrogance. L'adversaire a utilisé le Gu du moustique sanguinaire, indiquant clairement qu'il y avait un prix à payer pour toucher le ver à soie. À ce moment-là, Wang Ming gardait la voiture dans laquelle Tainan, Xiao Fei et Qing Qing s'apprêtaient à partir. Il réalisa qu'il était rarement aussi altruiste et espéra que son sacrifice ne serait pas vain. Son seul souhait était qu'il puisse s'échapper, même s'il devait lui-même affronter les ténèbres imminentes. L'expérience du groupe de Yao Wang fut un succès. Jiang Xiang ressentit à nouveau son corps, signe d'une parfaite harmonie. Son père a confirmé que la dernière transformation biologique basée sur l'ancienne Wugu avait été appliquée. L'intervention a entraîné des transformations profondes pour le corps de Jiang Xiang. Des techniques de régénération avancées ont été utilisées, le laissant presque invalide. En conséquence, il a reçu une paire de Gu cafards, ce qui fut pour lui une humiliation et un choc. Pendant ce temps, Wang Ming se faufilait dans le bâtiment. Il espérait que les gardes de sécurité n'avaient pas menti sur l'emplacement de Jiang Xiang et de son père dans le penthouse. Il se déplaça rapidement, mais avec prudence. Les caméras ont tout de même filmé la scène. La sécurité a immédiatement donné l'alerte et transmis le message à toutes les unités.
Le bâtiment a été placé en état d'alerte maximale. Le père de Jiang Xiang comprit la gravité de la situation. Il ordonna la destruction immédiate de toutes les données du projet. À ses yeux, la sécurité des informations était primordiale. Wang Ming était déjà dans l'ascenseur et montait. Son but était de semer le chaos pour détourner l'attention et donner à Tainan, Xiaofei et aux autres une chance de s'échapper. Au même moment, la voiture de Tainan et des autres était prise en chasse. Les poursuivants firent soudainement demi-tour et retournèrent à la base. Craignant des représailles de la part du chef Zhang, tous les hommes armés se précipitèrent dans le bâtiment. Ils comprenaient que si le chef Zhang était en danger, les conséquences seraient désastreuses pour eux aussi. Wang Minglei rencontra le premier. Les gardes ouvrirent le feu, mais le Gu dévoreur de fer commença à absorber les armes. Les fusils furent détruits directement dans les mains des tireurs. Quelques secondes plus tard, les gardes furent anéantis. Des maîtres cachés, une menthe religieuse et une abeille venimeuse observèrent la scène. Ils comprirent rapidement que Wang Ming était loin d'être un homme ordinaire. Ils décidèrent de ne pas intervenir immédiatement. Le plan consistait à laisser le scorpion et le serpent-fleur attaquer en premier, puis à leur tendre une embuscade. Wang Ming sentait la surveillance. Il comprit que tant que le sol serait imprégné du pouvoir du Gu dévorant le fer, il resterait invisible aux yeux ordinaires, mais pas aux véritables chasseurs. Il fit irruption dans le bureau. Jiang Xiang s'y trouvait, rétabli mais encore plus violent. Son corps avait changé. La transformation avait altéré son essence. Le père de Jiang Xiang invita Wang Ming à se joindre à eux. Il était intéressé par ses capacités et pensait que tout ce qui s'était passé pouvait être oublié. Wang Ming a formellement accepté, mais a posé des conditions. Cela provoqua l'agacement et les moqueries de Jiang Xiang, qui tenta de le provoquer. Mon père comprit rapidement que la conversation était inutile. Il ordonna la capture de Wang Ming et sa préparation à l'absorption. Le serpent-fleur attaqua le premier. Wang Ming fut repoussé avec une telle force que le mur se brisa. Son corps était déjà empoisonné par le poison Gu. Une abeille venimeuse apparut, se disputant sa proie avec un serpent. Puis vint la menthe religieuse, qui attendait le moment opportun depuis longtemps. Wang Ming était piégé. Les étages inférieurs étaient remplis d'hommes armés, et les issues de secours étaient bloquées. À ce moment-là, Xiaofei et Tainan apparurent. Ils arrivèrent armés jusqu'aux dents et permirent à Wang Ming de poursuivre le combat. La bataille reprit de plus belle. Wang Ming retourna auprès du père de Jiang Xiang et le tua malgré toutes ses ressources et sa protection. Il s'empara de Jiang Xiang, mais ce dernier donna l'ordre d'ouvrir le feu. Les balles ne blessèrent pas Wang Ming, mais le feu commença à maîtriser le Gu dévoreur de fer. Comprenant qu'il risquait d'être capturé vivant, Wang Ming se jeta par la fenêtre d'un étage élevé. À ce moment précis, son grand-père intervint et le sauva. Suite à cela, le groupe de Yao Wang a libéré tous les Gus. Les monstres ont envahi les rues. La ville a sombré dans le chaos et l'état d'urgence a été déclaré. Wang Ming se réveilla 3 jours plus tard. Mon grand-père lui expliqua que les Gus artificiels étaient devenus incontrôlables et qu'une guerre contre les forces gouvernementales avait commencé. Il comprit que tout ce qui était lié à Gu serait détruit, lui y compris. La seule issue était de fuir et de disparaître. Avec l'aide de Sang Qiang, Wang Ming quitta la ville en ruine. Il décida de se faire discret et de tout recommencer à zéro, tandis que le monde s'effondrait autour de lui. Dans sa nouvelle ville, il retrouva son vieil ami Feti. Ce dernier lui dit qu'il dirigeait une grande entreprise et qu'il trouverait un emploi à Wang Ming. Feti conduisit Wang Ming sur son lieu de travail. Il expliqua fièrement que le projet était mené dans le plus grand secret d'État. Les conditions de vie étaient précaires, mais selon lui, cela importait peu, car le développement recelait un immense potentiel. Wang Ming a immédiatement eu des soupçons et a demandé s'il s'agissait d'une arnaque pyramidale. Il en avait vu trop et savait comment elle finissait. Feti s'y opposa immédiatement. Il affirma que les pyramides étaient illégales et ne proposaient aucun produit, mais eux, ils en proposaient un bien réel. Le projet, baptisé Équipe de Yao Wang, était connu dans tout le pays et bénéficiait de la confiance de ses clients. Le prix était de 999 yuan pour 10 boîtes, et pour devenir employé, il suffisait d'en acheter 100. En entendant le nom Yao Wang, Wang Ming se raidit intérieurement. Ce nom revenait sans cesse dans sa vie, comme s'il le poursuivait partout. Un homme aux cheveux courts, vêtu d'un costume coûteux, s'est approché d'eux. Feti le présenta rapidement comme le manager de Monsieur Wang et souligna qu'il était diplômé de l'université de Tsinghua. Le gérant les salua poliment et les invita à entrer. Son attitude calme et assurée était d'autant plus déconcertante. Feti et Wang Ming entrèrent dans la salle à manger. Feti apporta un plateau repas et avertit aussitôt Wang Ming de ne pas prêter attention à la qualité de la nourriture. Il a affirmé que les conditions difficiles forgent le caractère et contribuent à la réussite. Soudain, Feti se mit à ajouter du dentifrice à sa nourriture. Il le faisait avec assurance, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Wang Ming, choqué, lui demanda ce qu'il faisait. Il lui rappela que le dentifrice n'est pas un produit alimentaire. Feti a ri et a expliqué qu'on ne pouvait pas manger des pâtes ordinaires, mais pas leurs produits. Il l'a appelé l'équipe des super pâtes de Yao Wang et a affirmé qu'il était non seulement comestible, mais qu'il guérissait aussi des maladies, améliorait l'apparence et aidait même les personnes atteintes de cancer.
Fetty a prétendu que de nombreux employés se sentaient beaucoup mieux après l'avoir utilisé. Il a ajouté que sinon, une boîte ne vaudrait pas 99 livres. Wang Ming refusa de manger, prétextant ne pas avoir faim. Il invita Fetty à se servir lui-même, observant attentivement sa réaction. Fetty a rapporté que Wang Ming était arrivé trop tard. Le directeur était censé donner une leçon aujourd'hui. D'après lui, le directeur était un jeune homme qui n'avait qu'1 an d'ancienneté, mais qui avait déjà gagné des millions. Wang Ming comprit que Fetty n'avait même pas conscience de la profondeur avec laquelle il était entraîné. Il décida alors qu'il devait trouver un moyen de sortir son ami de là. Fetty demanda avec enthousiasme ce qu'il ferait une fois riche. Il rêvait de liberté et d'une vie nouvelle. Wang Ming répondit de manière évasive. Il déclara qu'il est important de savoir bien vivre non seulement avec de l'argent, mais aussi sans. À ce moment-là, on annonça que le metteur en scène était déjà en route et que tout le monde devait se préparer. La salle s'anima aussitôt. Fetty entraînait Wang Ming avec lui, disant qu'il devait obtenir les meilleures places. Il semblait enthousiaste et inspiré. Alors qu'il s'asseyait, Wang Ming remarqua une jeune fille sur scène. À cet instant, il fut stupéfait de la reconnaître. Le public a accueilli le réalisateur par des applaudissements. L'atmosphère était celle d'une secte, pas d'une réunion de travail. La directrice prit la parole. Elle évoqua son passé, affirmant qu'elle avait elle aussi connu la pauvreté. Selon elle, l'équipe de Yao Wang lui avait redonné espoir et avait transformé sa vie. Elle m'a assuré que chacun dans cette pièce serait capable d'en faire autant, voire de surpasser son succès. Ces paroles étaient inspirantes, mais empreintes d'une confiance dangereuse. Wang Ming fit le lien entre tous ces éléments. Zhao Xiao, l'équipe de Yao Wang, la super patte, un système pyramidal financier, et Xiao Fei. Tout cela faisait partie de la même chaîne. Fetty applaudit avec enthousiasme, sans se soucier de l'alarme de Wang Ming. La conférence a duré environ 2 heures. À son terme, la directrice a déclaré qu'elle resterait tard pour apporter un soutien personnel aux employés. Au moment où Wang Ming s'apprêtait à partir, quelqu'un l'appela soudain par derrière. Wang Ming se retourna et aperçut la directrice. Elle apparut soudainement à ses côtés, et l'atmosphère devint immédiatement tendue. Fetty était également à proximité, mais Wang Ming fit clairement comprendre que le directeur souhaitait lui parler en personne. Fetty devait donc retourner au dortoir. Elle acquiesça et partit, laissant Wang Ming seul avec elle. Lorsqu'ils se sont retrouvés seuls, la réalisatrice a immédiatement fait comprendre qu'elle en savait beaucoup trop sur Wang Ming. Wang Ming répliqua que, puisqu'elle savait tout, elle devait aussi être au courant de ce qu'était devenu Zhao Xiang. Il le dit avec une colère manifeste que le directeur remarqua et ne passa pas inaperçu. La directrice commença à parler d'un ton moqueur et ambigu, comme s'il subsistait quelque chose de personnel entre eux. Elle laissait entendre que Wang Ming occupait toujours une place particulière dans son cœur. Wang Ming lui a brusquement demandé d'arrêter ses plaisanteries et de ne pas exagérer. Après cela, la réalisatrice a admis travailler dans l'équipe de Yao Wang et être prête à rompre ses relations avec Zhao Xiang. Elle a déclaré qu'elle pensait constamment à Wang Ming et que leur rencontre n'était pas fortuite. Selon elle, elle ne s'était rapprochée de Zhao Xiang que pour le bien de Wang Ming et de leur avenir commun. Wang Ming répondit froidement, lui disant qu'elle était une fille et qu'elle devait préserver sa dignité. Ces mots la blessèrent profondément. La réalisatrice, hors d'elle, rétorqua qu'elle n'avait que son corps et qu'elle aspirait à une vie meilleure. Elle était convaincue que tout ce qu'elle entreprenait pour y parvenir ne la rendait pas inférieure aux autres. Elle accusa Wang Ming d'hypocrisie, affirmant qu'ils étaient en réalité identiques. Elle ne comprenait pas pourquoi il la méprisait et parlait d'elle comme d'un cobaye. Wang Ming qualifia brièvement toute cette histoire de stupide. La directrice passa alors aux menaces. Elle lui rappela qu'elle travaillait ici et qu'elle pouvait anéantir Wang Ming si elle le voulait. En guise de réponse, il lui demanda calmement ce qu'elle comptait faire exactement. Au lieu de s'expliquer, elle m'ordonna de la suivre. Ils entrèrent dans une pièce fermée. Là, la réalisatrice prit Wang Ming dans ses bras et lui fit clairement comprendre qu'il lui manquait. Il lui demanda prudemment de quoi il s'agissait. En guise de réponse, elle ouvrit plusieurs mallettes remplies d'argent. Le directeur a suggéré un plan. En utilisant la force de Wang Ming et son statut au sein de l'entreprise de Yao Wang, ils pourraient s'échapper et voyager librement ensemble. Wang Ming comprit où elle voulait en venir et posa des questions sur Zhao Xiang et son poste au sein du département des systèmes pyramidaux en guise de compensation. La réalisatrice a nié ces allégations, affirmant qu'elle avait tout accompli par elle-même et obtenu ce statut par ses propres moyens. Wang Ming en conclut que c'était elle qui avait abandonné Zhao Xiang sans aucune compensation. Ces paroles la mirent hors d'elle. Elle traita Wang Ming de misérable roturier et lui prédit un avenir sombre. Selon elle, il n'avait aucun droit de la mépriser. À ce moment-là, un cri a retenti dans le couloir. La police était arrivée. Des policiers se tenaient à l'entrée. Ils ont annoncé qu'à l'intérieur de l'usine, des personnes avaient été victimes d'escroqueries pyramidales et que la police était venue les secourir. Ils ont demandé au public de garder son calme et de ne pas résister, insistant sur le fait qu'ils ne souhaitaient pas le mal. Cependant, un homme parmi la foule a crié que la police ne devait pas entrer. Il a affirmé qu'il s'agissait d'opposants politiques au chef du projet et que leur but était de tout détruire. La tension est montée d'un cran. Fetty est intervenu lui aussi.
Il a appelé chacun à s'unir et à ne pas laisser les ennemis anéantir leurs rêves. Selon lui, le chef les protégera sans aucun doute s'ils restent unis. Wang Ming ouvrit la porte et vit Feitie courir en avant avec un bâton. Son comportement était imprudent et dangereux, et Wang Ming comprit immédiatement que la situation lui échappait. À ce moment-là, la directrice se tourna vers Wang Ming. Elle lui dit qu'elle était au courant de son désir de quitter le pays et qu'elle avait déjà contacté le passeur. Selon son plan, Wang Ming devait la protéger, elle et l'argent. Et après leur fuite, ils se sépareraient. Wang Ming accepta cette condition. À l'extérieur, un policier a annoncé que toute agression contre un agent de police était punie par la loi. Il a précisé que les forces de l'ordre avaient été envoyées par des proches pour porter secours aux personnes présentes et a exhorté chacun à déposer les armes et à ne pas résister. Feitie refusa d'écouter. Il cria que tout le monde se trompait lourdement et qu'il ne cherchait qu'à s'enrichir. Ces paroles ne firent qu'empirer la situation. Le policier a admis que Feitie était hors de contrôle et a ordonné l'usage de la force. Les soldats des forces spéciales ont commencé à sortir de leur voiture. La panique s'est installée. Feitie hurla de peur. Wang Ming le saisit et l'arrêta brusquement, sachant que la situation ne ferait qu'empirer. Il prit Feitie dans ses bras et le ramena sur ses pas, l'empêchant de s'échapper. Wang Ming tenta de ramener Feitie à la raison, en lui expliquant qu'il s'agissait d'une unité spéciale de police. Il ne comprenait pas comment Feitie pouvait ne pas s'en rendre compte. Les flics étaient déjà là, et Feitie refusait toujours d'accepter la réalité. Feitie s'est effondré en larmes. Il a avoué avoir dépensé toutes les économies de ses parents et ne plus savoir quoi faire. Sa peur était authentique et désespérée. Wang Ming a déclaré que Feitie était encore jeune et qu'il avait été manipulé par ses aînés cette fois-ci. Il lui a rappelé qu'il avait encore un long chemin à parcourir et de nombreuses autres opportunités. Il m'a conseillé de ne pas résister à la police et de mener une vie vertueuse à l'avenir. Puis il allait partir. Feitie lui demanda où il allait. Wang Ming répondit « Là où le destin te mènera ». À ce moment-là, le réalisateur était fin prêt et a remis à Wang Ming la valise contenant l'argent. Il fut surpris par leur nombre et dit qu'elle ne pouvait pas tous les porter en même temps. La metteuse en scène a répondu qu'elle préférait aller en prison plutôt que de se retrouver sans le sou. Wang Ming s'est demandé si elle savait vivre autrement. La nuit était déjà tombée lorsqu'ils arrivèrent à une cabane. Le directeur confirma leur présence. Wang Ming demanda à voir la personne recherchée. La réalisatrice a expliqué que cet homme n'était que son garde du corps. Wang Ming a fait remarquer qu'elle avait pris assez d'argent pour 2 personnes. L'homme leur ouvrit la porte et exprima son mécontentement face au fait que le directeur ne soit pas venu seul. Contrairement à ce qui avait été convenu initialement, le directeur a insisté sur le fait que tout était en ordre et ils ont été autorisés à entrer. Wang Ming et le réalisateur entrèrent. L'homme remarqua que Wang Ming n'avait pas l'air robuste et s'interrogea sur son rôle de garde du corps. La situation a dégénéré de façon dramatique lorsque l'homme a tenté d'attaquer avec un couteau. Wang Ming réagit instantanément, interceptant sa main et la plaquant contre la table, démontrant ainsi qu'il était capable de se défendre. L'homme reconnut ses compétences. Wang Ming demanda l'heure d'arrivée du bateau, tentant de garder le contrôle de la conversation. L'homme a clairement indiqué qu'il les avait simplement autorisés à entrer, mais que cela ne signifiait pas qu'il était prêt à les embarquer. Il a laissé entendre qu'un accord était possible, impliquant l'élimination de certaines personnes pour en sauver d'autres. Wang Ming a réagi vivement en entendant des gens se faire traiter de porcs. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'êtres humains et qu'il ne tuait personne en aucune circonstance. Le bateau approchait déjà. L'homme expliqua que ces gens n'avaient pas d'argent et que le contrat qu'ils avaient signé les avait réduits en esclavage. C'est pourquoi il ne les considérait plus comme des êtres humains. La réalisatrice a déclaré ouvertement qu'elle ne leur donnerait pas d'argent et qu'elle ne se considérait pas comme une sainte. Wang Ming comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. L'homme a insisté sur le fait que lorsqu'il n'y a pas d'autres options, il n'y a qu'une seule solution. Cependant, Wang Ming a fermement déclaré que même sans autre choix, il ne tuerait pas d'innocents et ne monterait pas à bord de ce bateau. L'homme a indiqué que la patrouille maritime avait renforcé ses contrôles et que c'était le dernier bateau de la semaine. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Il a ajouté que le bateau partirait dans une demi-heure. La metteuse en scène a enfreint l'accord en amenant une personne supplémentaire et doit maintenant dédommager cette personne si elle veut embarquer. Le réalisateur a proposé de payer le double du prix et a exigé qu'on se taise. L'homme a répondu que le droit d'embarquer sur un bateau ne dépendait pas de l'argent, mais uniquement de son humeur. Wang Ming regarda le bateau qui approchait et réalisa qu'il ne restait presque plus de temps. L'idée lui traversa l'esprit que c'était peut-être tout ce qu'il pouvait faire dans cette situation. À l'intérieur de la cabane, la metteuse en scène commença lentement à se déshabiller, espérant ainsi résoudre le problème. Son comportement désespéré révélait à quel point elle craignait de rater sa chance de s'échapper. L'homme l'arrêta brusquement, lui faisant remarquer qu'il y avait d'autres personnes aux alentours et qu'un tel comportement était inapproprié ici. Il a ensuite clairement fait savoir, avec dégoût, qu'il n'était pas attiré par cela, laissant entendre qu'il souffrait peut-être de maladie et qualifiant la chose de désagréable. À ce moment-là, la situation a radicalement changé. Wang Ming a attaqué le capitaine qui se trouvait à bord et l'a mis hors d'état de nuire.
Il a clairement indiqué que s'il n'était pas autorisé à monter à bord, le capitaine ne survivrait pas. L'homme contesta cette décision, laissant entendre que même s'il y consentait, Wang Ming pourrait être tué immédiatement après la libération du capitaine. Le risque était évident. Wang Ming expliqua calmement que sa mort ne lui apporterait aucun avantage. Au contraire, s'il restait indemne, l'homme recevrait davantage d'argent, ainsi qu'une compensation pour tout ce qui s'était passé ce jour-là. Après un moment d'hésitation, l'homme accepta. Il autorisa Wang Ming à monter à bord et exigea la libération du capitaine. Wang Ming s'exécuta. Le capitaine tenta aussitôt de dégainer un couteau, mais fut arrêté. L'homme l'avertit qu'il ne pouvait pas maîtriser Wang Ming et que la prochaine erreur pourrait lui coûter la vie. Wang Ming reçut alors des instructions. On lui dit qu'il se rendait à Chinatown pour trouver Hua Guanggang III et qu'il venait sur la recommandation de l'homme balafré. L'homme a brièvement expliqué que le nom Hua Guanggang était associé à plusieurs personnalités influentes et à divers groupes au sein de l'organisation. Il a promis de révéler plus de détails ultérieurement. Après cela, Wang Ming reçut un paquet étiqueté « biscuits pressés » et fut averti de bien le cacher. On lui fit également comprendre qu'il était un étranger et qu'il ne devait pas déshonorer les Chinois. Wang Ming accepta sans plus tarder. Il embarqua avec les autres, et le bateau se mit en route. L'un des hommes réduits en esclavage remarqua que le soleil se levait. Cependant, le capitaine laissa froidement entendre que la joie ne durerait pas et serait bientôt remplacée par des regrets. Soudain, un yacht s'approcha et une échelle en fut jetée. La situation devint de nouveau tendue. Le capitaine expliqua que sa mission était simplement de les amener au bateau, et qu'ensuite chacun devait se débrouiller seul. Il insista sur le fait que Wang Ming n'appartenait pas à la bande noire, et devait donc obéir aux ordres sans broncher, sous peine de mort. Ils embarquèrent, la directrice se mit aussitôt à jouer les hôtesses, exigeant à manger, à boire et une douche, promettant de tout payer. Le navigateur acquiesça en apparence, s'adressant à elle avec une politesse exagérée. Mais l'instant d'après, un coup de feu retentit. Le navigateur a clairement indiqué qu'il était le seul à commander à bord de ce navire. Il annonça que tout l'argent lui appartenait désormais et ordonna qu'on l'emmène à la cave où étaient gardés les rats importés d'Asie du Sud. Tout le monde a été conduit au sous-sol. L'atmosphère est devenue oppressante et dangereuse. Wang Ming tenta d'engager la conversation avec les personnes qui l'entouraient, leur demandant d'où elles venaient. Mais personne n'eut le temps de répondre. La porte s'ouvrit brusquement et 3 hommes entrèrent. Ils attrapèrent une des esclaves par les cheveux et commencèrent à la traîner. Le réalisateur tenta d'attirer l'attention de Wang Ming. À ce moment-là, un des hommes qui entra la remarqua, la saisit par les cheveux et la tira brutalement vers lui. La metteuse en scène a paniqué et s'est mise à supplier pour qu'on l'aide. Elle ne cachait pas sa peur. Wang Ming laissa échapper un soupir d'exaspération, puis attaqua avec une rapidité fulgurante. Il roua de coups les 3 hommes, ne leur laissant aucune chance de riposter. Il a ensuite déclaré que s'ils ne prenaient pas le contrôle du navire, tout le monde mourrait ici. Il a ordonné à ceux qui savent manier les armes de les prendre aux assaillants. À ce moment-là, le navigateur, à l'étage, buvait tranquillement du vin. Lorsqu'il entendit le coup de feu, il se retourna et vit Wang Ming et les anciens esclaves déjà armés. Le navigateur, furieux, déclara qu'ils signaient leur propre arrêt de mort. Il leur rappela qu'ils étaient en mer et que personne ne survivrait sans équipage. Il a tenté de les rallier à sa cause en leur promettant un statut social élevé, des femmes et de l'argent s'ils tuaient Wang Ming et rejoignaient l'équipe. L'un des anciens esclaves hésita, puis s'approcha. Il s'excusa et pointa son arme sur Wang Ming. Wang Ming remarqua immédiatement son accent et comprit qu'il n'était pas chinois. L'instant d'après, le pistolet était pointé dans son dos. L'ancien esclave avoua qu'il n'était pas chinois, mais vietnamien. Le navigateur donna l'ordre d'anéantir les émeutiers. Des coups de feu retentirent presque aussitôt, et quelques balles atteignirent Wang Ming, sans toutefois le blesser. Il constata calmement que ceux qui l'entouraient ne remarquaient absolument pas ce qui se passait dans le monde qui les entourait. L'homme qui l'observait depuis le début comprit la raison de ce qui se passait. Il devina que le verre à soie doré Gu avait de nouveau subi une transformation. L'instant d'après, Wang Ming désarma tout le monde d'un simple geste. Pistolets et fusils furent arrachés des mains des hommes, et la panique s'empara du navire. Les marins crièrent que c'était de la magie noire et que Wang Ming utilisait des pouvoirs interdits. Toutes les armes tombèrent aussitôt au sol. Wang Ming sentit soudain que quelque chose clochait. Il réalisa qu'il ne pouvait plus contacter le verre à soie doré Gu, et cela le rendit méfiant. Le navigateur remarqua immédiatement le changement de situation et annonça que Wang Ming était à bout de force. Il leur ordonna d'ouvrir le feu à nouveau. Les gens se mirent à ramasser leurs armes à la hâte. Wang Ming comprit que sans le pouvoir de Gu, il ne pourrait pas résister aux armes à feu. Des tirs chaotiques sont éclatés. Quelqu'un a signalé que la cargaison avait été touchée. Le navigateur a ordonné de tout abattre sans exception. Wang Ming jura entre ses dents et se mit à couvert derrière le mur. Les corps des morts jonchaient le sol, et parmi eux, dans une mare de sang, gisait la directrice. Un membre de l'équipage a fait état de perte. 5 personnes ont été tuées. 4 ont réussi à s'échapper. Le navigateur exigea de trouver immédiatement le capitaine du navire.
En entendant cela, Wang Ming se mit en alerte. Il remarqua un homme en costume assis à l'écart, l'air renfermé. Wang Ming le captura et sortit en utilisant le capitaine comme bouclier, exigeant que les tirs cessent. Les hommes s'apprêtaient à ouvrir le feu, mais le navigateur leur ordonna de s'arrêter. Cependant, une des balles atteignit tout de même le capitaine. Wang Ming comprit qu'après cela, personne ne s'en sortirait vivant. Le navigateur donna l'ordre de tirer à nouveau. Le feu reprit avec une vigueur renouvelée. Wang Ming s'occupa rapidement des tireurs. Un à un, ils tombèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'ancien esclave en vie. Il se mit à implorer sa pitié, affirmant qu'ils étaient censés être du même côté. Il déclara ensuite qu'avant de mourir, Wang Ming verrait la véritable valeur de Gu. Wang Ming demanda un nom. En guise de réponse, l'esclave leva les mains, et tous les morts autour de lui commencèrent à se relever. Wang Ming comprit immédiatement à qui il avait affaire. Il reconnut le Gu dévoreur de fer et le Gu de l'âme, et réalisa qu'il se trouvait face à un adversaire extrêmement dangereux. Gudush a confirmé cette intuition et a remarqué que Wang Ming semblait posséder une boîte à secrets. Wang Ming tenta de négocier, proposant de la lui livrer en échange de Gu céleste. Gudush s'est contenté de rire. Il a déclaré qu'avec le Gu de l'âme, il n'avait besoin d'aucune boîte mystère. L'un des cadavres réanimés se dirigea vers Wang Ming. Il lui asséna un coup de poing dans le ventre et remarqua que la vitesse de l'ennemi augmentait et que sa peau devenait dure comme du fer. Wang Ming prit conscience de l'ampleur de la menace. Le Gu spirituel était un Gu spirituel de rang S et pouvait contrôler plusieurs corps simultanément. Il comprit qu'après la destruction du corps, l'âme pourrait se séparer. D'un simple mouvement de la main, Gudush projeta Wang Ming à plusieurs mètres. Il devint évident que son adversaire maîtrisait parfaitement son geste. Gudush a déclaré que les capacités inférieures au rang S étaient inutiles contre lui, et a demandé si Wang Ming possédait une telle compétence. Wang Ming y réfléchit. Il pensa à une capacité de rang S, mais il savait que l'utiliser signifierait faire un choix irréversible. À ce moment-là, la directrice, encore en vie, implora qu'on la sauve. Wang Ming remarqua que certains esclaves partèrent déjà sur un autre bateau, et il sut que c'était une opportunité. Il projeta la directrice vers le bateau et activa le Gu d'attraction de compétence de rang S. Gudush était sous le choc. Il savait qu'il s'agissait d'une compétence unique qui créait un lien indissoluble jusqu'à la mort. Wang Ming sauta par-dessus bord, il comprit que l'achèvement du Gu scelle les liens des cœurs pour toujours. Gudush hurla de rage en réalisant qu'une compétence qui n'était pas censée être utilisée de cette façon avait été employée contre lui. Dans l'eau, Wang Ming rattrapa la directrice, la ramena à la surface et comprit qu'elle ne survivrait pas. Il lui pardonna mentalement et la laissa partir en mer. Au bout d'un moment, il était assis sur une barque, tenant un verre à soie dans ses mains. Il comprit que le seau était enfin brisé et que Gu avait évolué en un verre à soie doré à 4 ailes. Il le relâcha et il plongea aussitôt dans l'eau. Le verre à soie ne revint pas pendant longtemps. 2 heures passèrent. Wang Ming commença à s'inquiéter de savoir s'il avait réussi à s'échapper. À ce moment précis, une violente tempête éclata. La tempête s'est rapidement transformée en grêle. D'énormes blocs de glace tombèrent du ciel, et chaque impact pouvait être fatal. Wang Ming sauta à l'eau, là, sa jambe se prit dans des algues, et il réalisa alors qu'il était pris dans un filet de pêche. En s'enfonçant plus profondément, il aperçut des algues, et de façon inattendue, une sirène qui nagea jusqu'à lui et l'entraîna vers le fond. « J'étais perdu », Wang Ming pensa à Xiao Hong, puis ouvrit les yeux et vit un visage qui ressemblait à celui de Xiao Fei. Il comprit alors qu'il se trouvait au fond de la mer. Tout à coup, le visage de la sirène se tordit, se transformant en monstre, et elle chargea sur lui. Wang Ming se mit à nager au loin et, ce faisant, il aperçut son ver à soie. Il le saisit et remarqua ses ailes et ses cornes. La sirène attaqua de nouveau. Wang Ming la frappa et des étincelles jaunes d'énergie de ver à soie jaillirent de l'impact. Il remonta à la surface en hâte, grimpa à bord et prit le ver à soie, lui reprochant sa longue absence. Le ver à soie regarda vers l'océan. Une tortue marine apparut. Wang Ming comprit qu'il avait de la chance. La tortue nagea jusqu'au bateau, et le ver à soie se mit à voler autour d'elle. Wang Ming s'assit prudemment sur la tortue, espérant qu'elle ne le tromperait pas. 7 jours plus tard, il aperçut la terre ferme. Il mit pied à terre, et la tortue retourna à l'océan. Wang Ming se retrouva dans la jungle. Il comprit que sans le Gu d'or, il serait mort depuis longtemps, et décida de suivre les règles de survie de son grand-père Bei. Il se rendit au point culminant de la région, mangeant les fruits qu'il trouva en chemin. Arrivé au bord de la falaise, il baissa les yeux et aperçut le drapeau du Canada. À ce moment-là, il comprit qu'il avait peut-être dérivé jusque-là. Wang Ming poursuivit son chemin en repensant aux gangs chinois dont l'oncle Scarface avait parlé. Il était certain qu'il y avait parmi eux quelqu'un qui connaissait les bonnes personnes. Soudain, un bruit se fit entendre derrière eux. Wang Ming suivit le son et aperçut une jeune fille ligotée à un arbre. Elle semblait terrifiée et des larmes coulaient sur son visage. Il constata en lui-même qu'elle était en effet très belle. En s'approchant, il réalisa qu'il se trouvait au Canada, un pays étranger où l'on parlait principalement anglais et français, langue qu'il n'avait étudiée que jusqu'en 6e année. La jeune fille a raconté qu'elle avait été ligotée par une bande de voyous. Ils l'ont brutalisée puis sont partis un moment.
Elle m'a supplié de l'aider et de me dépêcher. Wang Ming remarqua la franchise de ses propos, mais décida de ne pas insister. Il s'approcha, avec l'intention de la détacher. À ce moment-là, un homme est apparu derrière eux, un téléphone à la main, et il filmait la scène. Il a accusé Wang Ming de harcèlement, et a affirmé que la jeune fille était sa fille. Wang Ming comprit immédiatement qu'il était tombé dans un piège. L'homme sortit un pistolet et commença à le menacer de mort, affirmant que tout cela passerait pour une juste punition. La jeune fille changea instantanément de comportement et se mit à flirter avec l'homme. Wang Ming comprit qu'il s'agissait d'un chantage prémédité. L'homme a proposé un marché à Wang Ming. Tout son argent en échange de sa liberté. Sinon, il le tuerait et remettrait la vidéo à la police. La conversation a fait mention d'une confrérie, un gang chinois. L'homme a confirmé que leurs représentants les plus influents se trouvent à Vancouver. Wang Ming proposa de l'argent en échange d'informations sur l'emplacement. Après cela, ils se rendirent ensemble en ville. En chemin, l'homme expliqua qu'il n'y avait pas de gang chinois dans leur région, et que si Wang Ming avait besoin de contacts, il devrait aller à Vancouver. Wang Ming s'est rendu compte qu'il disposait de suffisamment de fonds, notamment grâce à la carte de Xiaofei. Il a promis qu'à l'avenir, il prendrait en charge tous les frais si cet homme venait à Vancouver. Il monta dans sa voiture et se dirigea vers le quartier chinois de Vancouver, déterminé à trouver un gang pour résoudre le problème d'identification. Dans le quartier chinois, il aborda un homme du coin et l'interrogea sur les membres de la confrérie. Celui-ci lui indiqua la maison de San Ye et de Longfeng. L'homme a ajouté que Sun Ye était à la retraite depuis longtemps, mais qu'il restait une figure influente. Cette rue était toujours sous la protection de la confrérie. Soudain, la conversation fut interrompue par l'annonce de l'apparition de Vietnamiens armés. Ils contrôlèrent le port et recherchaient depuis quelques années le troisième maître de la confrérie. L'homme prit conscience du danger et tendit à Wang Ming un sac contenant de l'argent, promettant de s'occuper des Vietnamiens et de le récupérer plus tard. Wang Ming prit la fuite. Presque aussitôt, une fusillade éclata et l'homme fut abattu sous ses yeux. Wang Ming se cacha et jura qu'il se reverrait. Il montait les escaliers, un fusil à la main, tandis qu'une bagarre faisait rage dans les couloirs. Quand le calme fut revenu, il entendit un coup de feu et se mit à couvert. Il se présenta et demanda si le tireur était membre de la confrérie. Il s'agissait du troisième maître de la confrérie, Zheng Shiwang. Wang Ming expliqua qu'il était venu sur la recommandation de l'homme balafré et qu'il souhaitait les rejoindre. Le troisième contremaître a signalé qu'il restait encore 3 Vietnamiens dans le bâtiment, blessés et à court de munitions. Il était incapable de combattre pleinement. Wang Ming décida d'agir seul. Il localisa ses adversaires, feignit d'être blessé, les attira à l'extérieur et les anéantit. Une fois la menace écartée, un pistolet fut pointé sur lui dans le dos. La tension fut de courte durée. Le troisième maître découvrit sa force. Wang Ming a avoué être un pratiquant de Gu. Après cela, ils se sont assis à table et ont commencé à discuter. Le troisième maître expliqua que le groupe de Yao Wang était devenu une affaire importante, mais qu'en raison des liens complexes qui l'unissaient, la police ne pouvait intervenir. Cela ouvrit la voie aux actions de Jianggu. Wang Ming comprit qu'il faisait référence au protecteur de Yao Wang aux États-Unis. Le troisième maître le confirma et déclara que la confrérie le soutiendrait. Il a été décidé de créer un club dirigeant de la fraternité, opérant à l'étranger, mais prêt à aider la patrie à tout moment. 3 jours plus tard, le navire arriva à Hainan. Wang Ming débarqua et réalisa que tout s'était passé trop vite, comme dans un rêve. Il s'enquit de ceux qui l'aidaient. Xiaofei, Tan Zheng et le vieux Zhang apparurent bientôt. Wang Ming s'est précipité vers Xiaofei et s'est excusé. Elle a simplement fait remarquer que l'essentiel était que tout le monde soit encore en vie. Le vieil homme a confirmé que toutes les tâches assignées par l'organisation avaient été accomplies. Le navire était prêt à appareiller. Wang Ming regarda le vieil homme et se demanda qui il était vraiment.